Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode bilan 1 sur 2 de cette fin de saison. On commence par les écuries qui n'ont pas gagné de Grand Prix bien évidemment. Et pour analyser ces bonnets d'âne, je suis avec Pierre Meslet. Salut Pierre. Bonsoir Clément, bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Conseil de classe, saison 2024, Formule 1. Absolument. Et Thomas Felizardo, le grand retour, qui va rester très calme pendant cet épisode avant de se déchaîner sur l'épisode suivant, bien évidemment. Salut Clément, salut Pierre, salut à tous. C'est vrai que ça fait longtemps. En toute objectivité, tu seras sur le deuxième épisode, on n'en doute pas. Oui, bien sûr. Donc, messieurs, on l'a dit, on va commencer par analyser les écuries qui n'ont pas gagné de Grand Prix en 2024. À commencer, donc, si on résume, il y a Aston Martin, Alpine, Williams, Racing Bulls, Haas et Sauber. Et je vais commencer par une première question. En dehors d'Aston Martin qui est à sa place isolée de 5e, est-ce que les 5 dernières positions, c'est-à-dire Alpine 6e, puis Haas, puis Racing Bull, puis Williams, reflètent réellement ce qu'on a vu en cette saison 2024 ? Je laisse Thomas commencer sur le sujet et Pierre continue après. Est-ce que ça reflète réellement ce qu'on a vu ? Je dirais non, juste à cause d'Alpine déjà. Parce que Alpine a vraiment tiré parti de son double podium de Sao Paulo dans des conditions très particulières. Alors évidemment, il faut être là pour les prendre ces conditions. On a toujours vu des outsiders réussir des coups d'éclat comme ça. Enfin, je pense que tous ceux qui ont regardé la F1 dans les années 90-2000, on en a vu des tas et des tas, même si c'est vrai que ça s'est perdu dans les années 2010 et 2020, même s'il y avait encore quelques podiums de Perez chez Force India à l'époque. Mais là, il y a quand même eu un double podium qui apporte sur une seule course 35 points. 35 points quand tu vois que l'écart avec Racing Bull est de 19 points, je pense qu'en fait ça joue à ce moment-là. Et pour moi déjà cette partie-là n'est pas représentative de la saison en intégralité, parce que même si l'Alpine s'est amélioré, enfin même si Gasly dans l'Alpine s'est amélioré sur la fin de saison, sur les 4 dernières courses, globalement, c'était quand même une saison catastrophique et pleine de calamités pour Alpine, avec une voiture qui marche pas, une voiture qui est pas fiable, une gestion des pilotes qui était elle aussi désastreuse et vraiment à vomir. Pour une raison ou une autre, Gasly a réussi à faire une très bonne fin de saison, ce que n'a pas réussi Ocon, où il se dit qu'il n'y avait pas du tout le même matériel, ce qui est aussi compréhensible, puisque Gasly était l'avenir de l'équipe et pas Ocon qui allait dans l'équipe directement en face, puisque entre Haas où va Ocon et Alpine à la fin il y a 7 points seulement, donc je peux comprendre ça. Mais je trouve quand même que Haas était le plus fort des 5, même si c'était pas parfait. Par contre, Haas a posé, je trouve, de belles bases, surtout avec un Hülkenberg qui a bien tenu la baraque. Honnêtement, depuis son vrai retour en 2023, après toutes ces piges de 2020, 2021, 2022, j'étais un peu suspicieux, et là je trouve qu'il a posé de très belles bases. Magnussen était catastrophique, c'était une calamité, c'est bien qu'il parte enfin, et je pense que avoir Ocon dans la voiture l'année prochaine, ça va pas être une mauvaise chose, et je pense que là Haas a de quoi faire, ils ont posé les bases, c'est dommage qu'ils soient pas récompensés. Après, sur le reste, Racing Bull, j'ai du mal à... Je sais pas trop quoi en penser, parce que c'est pareil, il y a eu Ricciardo qui était bien autour de Miami, et c'est reparti dans les travers, etc. J'ai trouvé Tsunoda un peu transparent sur la saison. C'est vraiment pas l'équipe qui m'a donné le souvenir le plus mémorable cette année. Et j'ai trouvé Williams mal récompensé, parce que pour le coup... si on parle pas comptable, juste en termes de souvenirs, alors il y a eu Sargent pendant très longtemps, mais Albon aussi a fait des conneries, et j'ai trouvé que Williams était plus marquante. Il y avait plus de coups d'éclat, il y avait plus de perfs régulièrement, il y a eu pas mal de Q3 de mémoire, et donc j'ai pas le chiffre en tête exactement, mais il y en a quand même eu quelques-unes pour une écurie qui finit 9ème, je trouve que c'est énorme. Et je les trouve très mal récompensés de leur saison en fait. Je pense que James Wolfe est en train de faire un super boulot, et comme Haas, ils sont en train de poser des super bases. Je dis pas qu'ils seront 6e l'année prochaine chez Williams, mais petit à petit ils vont monter en vue de 2026, et ça peut être bien. Par contre, pour finir là-dessus, ceux qui étaient vraiment à leur place, c'était Kick Sauber, ils étaient à la fin, ils ont été ridicules toute la saison. Il y a eu 4 points miraculeux par Joe en fin de saison.
Heureusement, parce que sinon on aurait eu un beau zéro pointé. Bottas était de nulle part. Tu l'as déjà dit maintes et maintes fois, Clément, et je soutiens cette take. Zhou et Bottas sont trop potes et trop bisounours entre eux pour vraiment être profitables à cette équipe et donner tout le potentiel de la voiture. Donc je pense que ils ont vraiment entre guillemets ce qu'ils méritent, dans le sens où les choix de pilotes sont désastreux depuis 2022, les investissements sont désastreux, personne ne veut y aller, personne ne veut rouler. C'est ça, pour une équipe qui était équipe de midfield entre, on va dire, 2000-2001 jusqu'à 2012-13. Ça fait un petit peu mal de les voir dans cette position-là, mais malheureusement, c'est la décision de plein de choix, et depuis le départ de Fred Vasseur, je pense qu'on voit exactement ce qui se passe, quoi. Pierre, sur cette hiérarchie en fin de saison qui ne reflète pas justement la saison. Pas énormément de choses à ajouter. Je pense que je pense que Thomas, je pense que t'as carrément tout dit. Pour Alpine, oui, bon, bah, on va pas revenir dessus. Ils ont été opportunistes. Je pense que les Evo introduites à Austin, ça a peut-être mis un petit peu de temps avant de prendre. Gasly a fait une excellente fin de saison. Moi, je retiens quand même la prestation d'Ocon au Brésil, où c'est quand même lui, à un moment donné, qui est en tête de la course. J'enlève rien, ça enlève rien au mérite de Gasly sur les 4 dernières courses. Mais oui, là-dessus, ils ont été opportunistes. Il y a pas match. Pour moi, ils auraient dû finir derrière Racing Bulls. Après, Racing Bulls, oui, ça a démarré fort en début de saison. Bon, de là à dire que les mecs se voyaient deuxième force du plateau, bon, ils étaient peut-être un peu optimistes. Dans l'ensemble, je dirais que Tsunoda fait une saison plutôt correcte, où bah, il s'est montré un peu comme un leader. C'est un petit peu ce qu'on attendait de lui. Il a quand même battu Ricardo. Par rapport à Lawson, on va pas vraiment juger parce que là, il a pas fait la saison complète, mais il était quand même plutôt devant. Maintenant, ben, là où Alpine a été plus opportuniste, ben eux, ça n'a pas du tout marché au Brésil. Et bah, sur les autres courses, ben, on les a pas trop vus. Enfin, par rapport à là où ils partaient, j'entends, si tu prends le Brésil, ils auraient dû ramasser beaucoup plus de points. Et pour Williams, alors, je dirais que ça stagne en fait depuis 2023. Albon, bon, on va pas remettre son statut en cause, hein. Il est clairement devant. Ça sera peut-être pas tout à fait euh, la même chanson l'année prochaine. Euh, beaucoup de casses, aussi bien que ça soit Sargent, on l'a beaucoup pointé. Albon on a cassé aussi pas mal. Colapinto également. Je pense que ça a peut-être freiné une partie de leur développement accessoirement. Ils ont quand même dit que sur les dernières courses, pour avoir des pièces, c'était compliqué. Euh, le travail de fond qu'a démarré James Voice, je pense que ça devrait porter ses fruits vers 2025-2026. J'ai pas trop lu l'actualité concernant Ditcot, etc. Est-ce que ça a été un petit peu modernisé? Parce que c'était un petit peu le problème. Enfin, l'un des problèmes. Euh, Conserver le partenariat avec Mercedes, je pense qu'en l'état actuel, bah, c'est un petit peu la meilleure chose qui peut leur arriver. Là, clairement, ce qui leur a manqué, c'est des Q3 plus régulières et de pouvoir viser les points régulièrement. Là, ça a été vraiment un petit peu dispatché. Ou quand il y avait une occasion, bah ouais, ils y sont allés. Maintenant, ils n'ont pas non plus tout optimisé. Donc, pour moi, il y avait peut-être moyen de se rapprocher un peu de Racing Bulls, mais ils étaient pas du tout dans la lutte pour la 6e place. Là, c'est un petit peu l'objectif pour eux l'année prochaine. C'est pouvoir se rapprocher de ce noyau-là. Puis bah, Kick-Sauber, bah, on l'a vu un petit peu dès le début, quoi, hein. La voiture était mal née. Ils ont galéré toute la saison. Je tire mon chapeau à Bottas et à Guanyu Zhou, parce que vivre une saison comme ça, à mon avis, ça a rien de drôle.
Moi, je les considère un peu responsables, tu vois. Mais, Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils sont pas aussi un peu responsables de la situation? Je pense que si on peut passer au écurie par écurie. Commençons par Sauber, du coup, qui a terminé dernier. Mais est-ce que, je vais te laisser continuer Pierre là-dessus, mais est-ce que toi, tu trouves qu'ils sont pas totalement responsables de la situation qu'ils ont vécue? Certes, c'était dur pour eux, mais est-ce qu'ils sont pas aussi un peu, je vais pas dire coupables, mais bon, partie prenante de ce qui s'est passé? D'une certaine façon, je pense que Bottas, de son côté, il a peut-être essayé d'optimiser autant que possible. Sur le plan comptable, ça n'a pas été récompensé, mais je pense qu'il essaye d'optimiser dès que c'est possible. Maintenant, quand tu pars souvent dernier, que tes arrêts sont foirés, que les stratégies, on peut pas dire que c'est les plus inspirées, c'est un peu compliqué de montrer quelque chose. Moi, la c'est performance vrai de qu'en début de saison, c'était catastrophique. Les arrêts, il y avait des arrêts de 12 secondes quasiment à chaque fois. Ouais, pardon, hein, Bon, mais en Australie, c'est un naufrage. Hein. j'ai eu l'impression de retrouver limite les mécanos speedy de chez McLaren vers 2012-2013 là. Mhm. Ou ceux de chez Haas vers 2018-2019 Ouais, aussi. qui, Voilà, qui faisaient ces je sais. arrêts-là, ouais, en début de saison. Et bah tout ça, c'est pas super rassurant quoi. Enfin, je veux dire, ils ont clairement annoncé que 2025, bon, on a compris qu'ils faisaient un peu une croix dessus. Donc, bah pour préparer le terrain, c'est un peu moyen quoi. Et Mais est-ce que voilà leur quoi. fin de saison sur les derniers Grands Prix, que ce soit en termes de rythme ou en termes de résultats, peut pas les amener dans un meilleur momentum Ouais, que sur 2025? Parce que finalement, leurs 3 meilleures courses, c'est les 3 dernières Oui, en termes de rythme. Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, il y a un truc, enfin, on se doute que pendant l'intersaison, les autres, ils vont pas sacrifier 2025. Donc, si là, sur la fin de saison 2024, Oui, tu dis que ça peut faire une Haas 2021 où tu sacrifies alors que personne sacrifie et oui, t'es non, très mais loin voilà, derrière. enfin, d'une certaine façon, il va y avoir des sacrifices chez les autres, mais peut-être pas dès le début de saison. T'as une petite éclaircie fin 2024. Tu dis, bon, allez, les gars, on laisse comme c'est, on attend 2025. Bon, bah, 2025, à mon avis, t'es toujours dernier, hein. Donc, et t'auras beau avoir un Hülkenberg qui a fait un travail exceptionnel chez As. Ça, là-dessus, il a enfoncé Magnussen comme il fallait. Euh, et Bortoleto, qui a l'air d'être un diamant brut et qui a été très bon en F2, bah, si tu leur mets une bouse entre les mains et que tu dis, bah non, 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 les gars, pas de développement de toute la saison, soit tu prépares un coup à la Brawn façon 2009, ce dont je doute quand même énormément vu un petit peu comment ça se dessine. Non, c'est impossible parce que Braun en 2009, au-delà du côté idyllique de l'affaire, c'est quand même Honda qui a mis énormément de moyens avant pour Bien sûr. préparer la voiture. Là, il n'y a aucun moyen chez Kick Sauber et je suis désolé, T'as mais l'impression que t'as l'impression que Cody va débarquer fin 2025 en disant ah c'est bon c'est à nous, on ouais, prend les rênes c'est maintenant. ça. Et avec une gestion à la Binotto, j'y crois pas un moment. Bah, c'est pour ça. Bah, d'ailleurs, j'aimerais revenir sur la gestion à la Binotto, mais moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez marquant cette saison, c'est qu'à chaque fois que les deux pilotes ont eu la même évolution, on a vu Zhou très proche de Bottas, et à chaque fois que Bottas a eu les évolutions, finalement, il n'y avait pas un delta aussi important. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais donné les évolutions à Guan Yu Zhou? Je pense que Zhou Guan Yu est un moins bon pilote que Valtteri Bottas, mais je me demande dans la gestion de Binotto, comment tu fais pour toujours aller vers le même pilote et ne pas tenter autre chose dans ta saison, même juste ne serait-ce que pour voir quoi. T'as l'impression que c'est un peu une gestion pépère, on prend pas de risque alors que t'es dernier et très loin de tout le monde. Bah, surtout que Zhou était quand même dans sa 3e saison. C'était pas un rookie. Parce que autant, quand t'as un des deux pilotes qui est rookie, je peux comprendre qu'à côté, quand t'as un pilote qui a sa 12e saison de F1, tu lui donnes la priorité. Maintenant, quand t'as un duo qui travaille ensemble depuis 3 ans et dont le deuxième pilote, ça fait 3 ans qu'il est là, je pense qu'il a la légitimité d'avoir une Evo une fois sur deux. Et Ouais, je suis d'accord. est-ce que le niveau, enfin, le prime Bottas était bien meilleur que le prime Zhou, si tant est qu'on ait déjà vu le prime Zhou. Maintenant, le Bottas 2024 était pas stratosphérique par rapport au Zhou 2024. Pour moi, c'est deux pilotes qui se valaient à peu près. Je pense que Bottas, sur l'ensemble de la saison, et c'est un petit peu ce que tu disais, Pierre, a tenté plus de choses, a eu plus de coups d'éclat, pas forcément récompensés, parce qu'il a eu beaucoup de malchance avec, on l'a dit, hein, soit des
soit des arrêts catastrophiques, des stratégies catastrophiques ou parfois des pannes mécaniques. Ce que Zhou a pas eu, et Zhou a su saisir la seule opportunité qu'il a eue. Et c'est tout à son honneur, encore une fois. Mais pour moi, c'était bonnet blanc et blanc bonnet chez les deux. Ce qui faisait mal quand même à un moment, c'est que avant que Sargent se fasse débarquer et avant que Douane arrive, je crois que Bottas était 23e dans un championnat de 20 pilotes au classement. Oui, Donc ça, oui, ça oui. fait... Oui, tu vois, Bah, c'était assez jusqu'à l'arrivée significatif. de Jack Doohan, il était 23e. Hein. C'est Ouais. vraiment sur ses toutes dernières courses où on a vu un Valtteri Bottas qui fait 11e au Qatar à l'avant-dernière course et qui du coup passe devant Logan Sargent et Jack Doohan qui arrive pour faire la dernière course. Mais effectivement, au départ du Qatar, Valtteri Bottas c'était 23e alors qu'il y a 20 pilotes sur la grille. Effectivement, ça fait un peu mal de le voir partir comme ça. Après, je pense que très sincèrement, on va en parler plusieurs fois lors de ce débrief des pilotes qu'on ne va pas regretter de ne plus revoir malgré leur talent. Ces deux-là, il y a peut-être un peu plus de remords sur Zhou parce que on leur a vu que 3 saisons et on ne sait pas jusqu'à où il aurait pu aller, même si c'est pas beaucoup plus haut à mon avis. Non, Toujours est-il. je pense que ça plafonnait, hein, très clairement. Voilà, mais voilà. Ouais, je mais, pense que ça a plafonné. Ouais. Voilà, mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et lui, comme Bottas, bon bah voilà, 3 saisons ensemble, terminé. Et quitte à renouveler complètement, c'est vrai que quand tu as la possibilité de faire Hülkenberg, Bortoleto, c'est-à-dire un pilote expérimenté qui est peut-être encore plus en forme aujourd'hui que Valtteri Bottas et un jeune pilote qui est plus un joueur que Zhou Guanyu, il fallait mieux y aller quand tu vas pour devenir le team Audi que ce duo-là qui était plus un team effectivement à la Kick Sauber. Ouais, je suis d'accord. Moi maintenant Hülkenberg, là où je l'attends un petit peu au tournant, c'est quel a été son rôle dans le développement de la Haas l'année dernière et est-ce qu'il est capable d'insuffler ce même élan chez Kick Sauber? Ça dépend aussi de l'équipe, c'est toujours pareil. Je suis d'accord. Si tu as une équipe qui veut progresser vers enfin, chez Haas, faut pas oublier quand même qu'ils ont mis Ayao Komatsu à la tête de l'équipe. Ouais. Ils ont viré Steiner. pas du tout. Gunther Steiner. Et ça, c'était que l'on demandait depuis des années d'ailleurs ici. Voilà, hein, exactement. Et je pense que Komatsu était un des meilleurs choix, si ce n'est le meilleur choix, puisqu'il connaissait déjà l'équipe, pour tenir ce rôle. Et je pense que c'est un peu comme Wolff chez Williams en fait. Il te faut un mec comme ça, ou une nana, à la tête de ses équipes. Et je suis désolé, quand je vois la gestion qu'il a eue chez Ferrari, Binotto n'est clairement pas cette personne. En plus, il y a eu pas mal de changements à la tête de Kick Sauber avec des gens qui se sont un peu succédés, etc., etc. On a l'impression que personne ne croit dans le projet Audi, et c'est un peu ce que tu disais Clément juste avant. À mon avis, j'ai l'impression qu'Audi ils vont pas mettre un copec dans l'écurie en 2025. En fait, ils vont arriver, je sais pas quand est la fin de saison, mais le lendemain de la fin de saison, si pas le 1er janvier 2026, le 8 décembre 2025 ou le 1er janvier 2026, en disant ah bah voilà, c'est à nous. On va refaire la peinture, et puis c'est bien. Ou alors en disant on a développé le moteur, vous allez voir c'est formidable, mais sans aucun investissement sur le châssis alors qu'on sera sur une nouvelle réglementation aéro et tu vas te planter. Et on sait tous, et ça c'est ma maraude, mais on sait tous ce qui arrive à Audi quand il se plante, il se barre. Donc même quand il gagne il se barre. Même quand il gagne il se barre. Donc voilà, je rappelle qu'on est en période de Dakar. Voilà, la dernière aventure Audi au Dakar, ça fait 3 ans. Je rappelle. Et terminé, bonsoir. Moi, je rappellerai aussi. Et c'est un programme pas cher. C'est la crise un petit peu auto que connaît un peu le groupe VAG. Ça, c'est la première chose. Oui, tu as raison. Et autre point, je vous rappelle que d'un point de vue politique en Allemagne, c'est un beau bordel en ce moment. Ouais, effectivement, Volkswagen surtout est en train de fermer des usines en Allemagne. Dans le même temps, je pense que la coupe chez VAG elle a commencé, c'est Lamborghini qui en a fait les frais, avec ses programmes GT3 et LMDH aux États-Unis et en Europe. Donc ils ont commencé par là parce que c'était les plus petits programmes. Aujourd'hui, il reste que le programme Audi en F1 et le programme Porsche en Formula I, qui est d'ailleurs pareil, je pense que d'un point de vue retombée et renommée, c'est plus que confidentiel et peanuts. Plus Porsche en WEC, qui est vraiment le programme qui marche, mais qui est associé à Penske, donc finalement ça roule. Oui, en fait, c'est pour ça que je l'ai pas compté. C'est que comme il y a Penske derrière qui pousse le... Mais c'est vrai qu'après, il y a l'image. Je suis d'accord que sur le papier, ils sont champions en WEC, etc. Il y a aucun souci. Et même en LMDH, ça marche. En GTP, en IMSA, ça marche pas si mal. Mais ouais, c'est les deux gros. Après, c'est toujours Porsche est quand même l'écurie sport auto du groupe.
Donc je pense que c'est pas si simple de couper dans un programme sport auto, et quand le programme LMP1 s'est arrêté, je pense que ça a été vraiment une catastrophe chez eux, et c'est vraiment la conjoncture, etc., et aussi le coup de LMP1 qui avait explosé qui a fait ça. Maintenant, ça veut dire que, enfin, moi, Audi, et je pense que tu as fait le bon parallèle, Clément, je vois pas mieux que les RSQ e-tron du Dakar. Et si ça dure aussi longtemps, ce sera déjà énorme. Non mais il faut revoir dans la durée, et on en a déjà parlé lors des épisodes de cette saison, mais l'entrée au capital de certains investisseurs pour décharger déjà Audi d'une partie de l'écurie, c'est pas ce qui va dans le bon sens. Mais non, et puis au Dakar, ils avaient des Peter Hansel et des Sainz. Là, ils viennent pas en investissant avec du lourd, c'est vrai. Mais après, c'est plus dur d'arriver en F1 d'investir avec du lourd que d'arriver au Dakar et de dire je prends les meilleurs, puisque de toute façon ça tourne sur 3 écuries. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai. C'est un peu plus facile. C'est vrai, mais tu peux faire un Pandore, un Ocon, un Russell, un Piastri. Ou alors t'investis sur Bortoletto dans l'avenir. Peut-être que c'est ça leur plan. Peut-être que c'est ça leur plan. Alors là, ce serait masterclass, attention, cerveau en explosion. On verra ça en 2026. Pour revenir sur 2024, on passe avec Williams. Il y a une phrase que disait tout à l'heure Pierre qui m'a marqué, et qui disait Williams a fait la même en 2024 qu'en 2023 en termes de performance. Et en fait, au final, ils ont régressé de 2 rangs quand on regarde. Et finalement, c'est cette saison de Williams, on a l'impression, parce qu'il y a eu des coups d'éclat, parce que Albon est un pilote qui porte l'écurie autant sportivement que symboliquement, parce que Franco Colapinto et toute la hype qu'il y a eu autour, c'est une bonne saison Williams. Mais Williams, en termes de performance, c'est la 8e écurie sur 10 en qualif cette saison. En course, c'est finalement 9e au championnat. On a eu très peu de coups d'éclat de Williams finalement. On a eu une seule fois où les deux Williams sont terminés dans les points en même temps. Et c'est une saison pas si simple que ça. Alors, je pense qu'on va passer le cas Sargent. Je ne sais pas si un de vous deux va en parler. Non, on va pas tirer sur l'ambulance, hein, vraiment. Voilà, c'est ça. Il restait peut-être un peu trop longtemps. Je pense qu'à l'été, il aurait peut-être dû sauter à l'été. Absolument. On avait dit en début de saison, avant le début de saison, que c'était le moins bon pilote de la grille, parce qu'on dit plus pire pilote de la grille, vu que la grille est d'un très haut niveau depuis quelques années, mais c'était le moins bon pilote de la grille de loin. Quand il a été remplacé, on a vu une différence saisissante avec Franco Colapinto. Et je voulais qu'on parle de ça plutôt, des deux pilotes Williams de cette année et de la gestion de Williams cette année, parce que je pense que le bilan, plus que sportivement, c'est le bilan des pilotes qui est intéressant à faire chez Williams, et de l'émergence d'un garçon qu'on n'avait pas forcément vu venir, à part si on s'appelle Louis, bien évidemment, qu'on embrasse, et qui nous tanne avec Franco Colapinto depuis des années. Depuis sa saison F4, ouais. Depuis sa saison F4, absolument. Mais voilà, je pense que c'est plus ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plus les pilotes qui nous ont intéressés que les performances. Ouais, je suis d'accord. Et comme j'ai dit tout à l'heure, moi je vois. Il y a autre chose qui m'a choqué dans ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, c'est que Pierre est toujours en 1994, et puisqu'il a parlé des QG de Ditcott. Ah oui, c'est vrai qu'il est Olivier Grouvy. Ouais, c'est vrai. Blague à part. En fait, je vois surtout une écurie qui est en restructuration, mais qui l'est vraiment. Vols avait l'air d'avoir donné carte blanche pour se cracher, dans le sens où c'est maintenant ou jamais qu'on peut dépasser les limites. Et c'est peut-être pour ça qu'on a vu des pilotes qui sont d'un bon niveau avec Albon et Colapinto, mais qui dans tous les cas, et Sargent je le mets dans le même lot là, ils ont cassé énormément de carbone. Et ça a coûté très très cher à l'équipe. Maintenant, c'est toujours pareil, il faut aller au max pour voir où la voiture peut aller. Je pense que dans le même temps, vous avez dit qu'ils ont régressé, certes, mais je pense surtout que Haas s'est réveillé, parce que la saison 2023 de Haas, elle était catastrophique. C'est pour ça que j'aimais bien la phrase de Pierre, c'est qu'en fait, ils ont fait le même niveau de performance. Et c'est moi qui ajoutais qu'ils ont régressé, parce que les autres ont progressé en réalité. Non, mais je suis d'accord, mais je pense qu'en fait, là, ils sont, sans forcément parler d'évolution de voiture, mais ils sont vraiment tournés vers 2026 d'un point de vue gestion des installations, gestion de la mentalité, etc., etc. Et ils attendent que ça pour aller un petit cran plus loin. Et je pense que bon, après dans tous les cas, les crashs leur ont coûté énormément d'argent, qui s'est pas retrouvé dans les évolutions de la voiture, ça c'est clair et net. Mais je pense qu'ils sont en train de mettre en place des processus. Ils sont en train de recruter du monde. C'est peut-être, enfin, j'ai l'impression que c'est l'écurie la plus dynamique en ce moment. À part peut-être une des top écuries comme McLaren ou Ferrari, mais c'est peut-être l'écurie la plus dynamique, où j'ai l'impression que c'est l'écurie qui recrute le plus, l'écurie qui tente dans l'ombre le plus de trucs. Faut pas oublier que quand Vols est arrivé, il y avait des installations qui étaient toujours là à l'époque, Montoya, Ralf Schumacher.
autour de 2002, 3, 4. Donc tout ça, ça prend du temps. Ils avaient peut-être une super voiture en 2023 sur laquelle ils n'ont pas réussi à vraiment gagner beaucoup de perfos. C'est pour ça que j'ai pas envie d'être critique avec Williams. Je comptais là en parallèle, ils ont quand même fait 7 Q3 cette saison. Alors effectivement, les copains d'à côté avec Racing Bulls, Alpine et As sont plutôt à entre 9 et 12. Mais je trouve que 7 Q3, c'est vraiment pas déméritant. Et c'est en ça où j'ai envie d'y croire. Alors, je suis d'accord sur le bilan comptable, ils sont plus bas qu'en 2023. Mais j'ai envie de voir plus loin et d'être optimiste pour cette écurie, que j'ai pourtant taillé à l'époque Claire Williams, entre autres. Pierre? Pas grand-chose à ajouter. Moi, j'aimerais quand même parler de 2 minutes de Franco Colapinto parce que ça a été fascinant, je pense, le moment qu'on a vécu avec cette hype montante jusqu'au Grand Prix du Mexique, hein, qui a été jusqu'au week-end du Grand Prix du Brésil, qui a été le point culminant de la hype et son premier mauvais week-end en F1 et qui a fini par faire peser des interrogations. Et ces derniers Grands Prix, même si bon, c'était pas toujours de sa faute, ses abandons, mais voilà, ça a fait retomber la hype. Mais la naissance la naissance d'un phénomène, puis l'apaisement autour de lui en se disant finalement il sera pas là l'an prochain, et toutes les rumeurs qu'il y a eu d'une place chez Alpine, on a eu un déchaînement qu'on n'avait peut-être pas vu depuis un moment autour d'un pilote, surtout avec des performances qui étaient plutôt bonnes, hein, mais qui n'étaient pas non plus extraordinaires, même si ses premières perfs, notamment ce qu'il fait à Austin, c'est du très très haut niveau. Même en Azerbaïdjan. Hein. Mais l'Azerbaïdjan, tu sais, c'est toujours un Grand Prix c'est à nuancer. qui est toujours à prendre avec des pincettes, mais là je trouvais que... Oui, mais quand même, c'est pas non plus le défi le plus simple. Non, absolument. Et puis, après, pareil, à Singapour, il fait 11e en course. Hein. Ouais. C'est un des Grands Prix les plus compliqués de la saison. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que cet enchaînement, il l'avait très bien réussi. Mais oui, c'était un super, de toute façon, c'était un super début de carrière pour lui. Et je sais pas si on le reverra en 2025 ou en 2026. Mais en tout cas, Williams a peut-être un problème de riche désormais, à savoir comment faire son line-up 2026. Mais ça va être très intéressant, justement. Je trouve que là, cette saison leur a ouvert des portes qu'ils n'avaient pas forcément avant, où ils avaient Albon plus un type. Donc au départ, c'est Latifi, puis après, c'était Sargent. Et là, ils se retrouvent avec Albon et Sainz et Colapinto. Et finalement, qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi? Ouais, après, dans le même temps, il y a un certain Italien, patron d'une écurie française, bientôt motorisé par des Allemands, qui a dit que son pilote australien n'allait pas forcément faire toute la saison. Briatore a clairement dit que Colapinto était dans les rangs pour le remplacer, et qu'on allait voir au soir de la cinquième course de la saison ce qui allait arriver. Et je pense que c'est déjà de quoi préparer le terrain. Maintenant, Colapinto, il a été effectivement assez incroyable. Il y a aussi toute l'effervescence autour. Hein. C'était le premier pilote argentin depuis Gaston Mazzacane, non ? Ouais. Donc bon, voilà. Tous les photomontages qu'on a vu avec la gueule, parce qu'en plus il a un peu la gueule de Senna. Il y a eu tous les photomontages avec Fangio. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Enfin, quand il suffit de suivre les réseaux sociaux sud-américains qui s'enflamment pour des pilotes comme Agustin Canapino. Donc là, quand ils ont vu ça, c'était. C'est clair. Non, mais en plus, c'était un pilote qui a eu une carrière junior qui était bonne, mais on l'a jamais vu en F1. Il n'était pas vraiment dans une grosse structure. Il n'était pas vraiment dans une junior team. On n'a jamais parlé de lui pour aller à la F1. Il s'est retrouvé en F1. Il a fait des super perfs et tout de suite on l'a propulsé au rang de futur star, etc. Et je pense que ça lui a beaucoup pesé. Il n'y était pas prêt. Et je pense que c'est là où le craquage a eu lieu à son premier crash, parce que forcément, en plus avec les conditions qu'on a eues au week-end d'Interlagos, ça allait forcément s'arrêter. Et ça allait forcément mal se passer, parce que un jeune pilote avec autant d'inexpérience, c'était pas la bonne idée. Et je pense que là, il a perdu la confiance en lui, et la fin de saison a été plus douloureuse. Mais jusque-là, je pense qu'il a réussi à faire fi un petit peu de tout ça, et là, ça l'a dépassé. Et quand ça l'a dépassé, c'est là que ça s'est arrêté.
Et je me souviens qu'on avait dit ça avec Pierre à la sortie de Singapour, que le fait d'avoir ensuite 2 triple headers avec des semaines, beaucoup Et de ça semaines aussi. d'espacement entre chaque, faisait que tu vivais un moment très intense, puis un moment de vide intense. Et effectivement, comme tu dis, après ce Grand Prix de Sao Paulo qu'il a vécu après un triple header, où aux États-Unis, au Mexique, c'était une tournée présidentielle pour lui, quasiment, et au Brésil, c'était ça au début, la livrée spéciale, enfin tout ça. Et je pense que les 2 semaines de creux avant Las Vegas, après ce crash-là, et alors qu'il était dans les rumeurs pour Alpine 2025, ça l'a tué mentalement pour la fin de saison. Et après, il a de quoi se refaire, hein, mais vraiment, ça lui a cassé son momentum. Et ouais, c'est important d'en parler. Ouais. Il y a aussi autre chose, c'est à Vegas, enfin, sur le peu de confiance, à mon avis, qui pouvait lui rester, là, à mon avis, Oui, il s'est réellement fait peur, oui, je oui. pense. Oui, effectivement, ouais. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'après, il y a eu une certaine perte de vitesse et qu'Albon a quand même repris clairement le dessus. Parce que quand Colapinto est arrivé, il a un petit peu bousculé Albon où bon, les performances Ah, étaient quand même un peu moins bonnes du côté d'Albon. mais c'est Euh, intéressant que tu en parles de ça, ouais. De ce qui s'est et passé quand Colapinto est arrivé, ouais. bah, on parle quand même d'un type où à un moment donné, limite, on l'a projeté dans une Red Bull quoi en 2025. Enfin, je veux dire, Non, mais les courses de Albon entre Singapour et le Mexique, ouais. c'est un mec qui a peur, hein, qui est Ouais, pas je confiant. pense Hein. aussi. Ouais. Et je pense que Albon, après, Albon aussi était dans une position où il a eu des chèvres à côté de lui pendant plusieurs saisons. Faut rappeler un chat. À Un ne chat, à ne pas traduire en anglais, hein, c'est pas les GOAT. à Hein, ne vraiment. surtout pas traduire en anglais. Et là, il se retrouve avec un pilote qui vraiment le titille. Et je pense que son statut de leader incontesté chez Williams s'en est retrouvé un petit peu ébranlé. Ouais. Et c'est là où il va falloir faire attention, je pense, à l'année prochaine avec Sainz, parce que ça va être vraiment la saison du qui tout double avec Albon. Mais je pense que derrière, après, il a vu qu'il avait d'autres avantages vis-à-vis de Colapinto, parce qu'en plus, c'est toujours pareil, c'est que avec toute l'effervescence, peut-être qu'en interne, on s'est un peu plus tourné vers Colapinto pour 2-3 trucs. On a essayé aussi de l'aider, de le mettre un peu plus en avant, de le mettre un peu plus à l'aise, etc. Mais des choses qui rendent peut-être la voiture plus fatigante à piloter et qui vont tenir 2, 3, 4 grands prix, mais pas beaucoup plus. Et c'est là où derrière Colapinto a eu sa rechute. Et là où Albon, au contraire, est revenu devant sans trop de problèmes. Donc, à voir, faut peut-être pas tirer des conclusions trop vite, même Non, si non, c'est vrai bien qu'au sûr. début on s'est dit, mais est-ce qu'en fait Albon il était pas merguez aussi pendant toutes ces années? Je pense pas, mais bon voilà, ça Bah, reste assez intéressant. c'est là où 2025, selon moi, va vraiment être intéressant. Parce que tu arrives avec Sainz, un gars qui s'est quand même frotté à des Verstappen, il s'est quand même frotté à des Leclerc, il s'est quand même frotté à des Nico Hülkenberg, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, il a quand même eu des sacrés calibres. Norris aussi. Norris également, il a quand même eu des sacrés calibres à côté de lui. Donc là, enfin selon moi, 2025 va être vraiment révélateur du réel niveau d'Albon. Mm. Et Je je suis pense d'accord. je pense pour finir là-dessus qu'il y a aussi eu cette crainte d'Alex Albon sur quel est son réel niveau, parce qu'on a vu ces dernières années chez Haas un Mick Schumacher qui explosait Nikita Mazepin, et quand Kevin Magnussen est arrivé, il a battu Mick Schumacher assez largement. On s'est dit, ah tiens, en fait Mick Schumacher c'est pas si fort. Et quand Nico Hülkenberg est revenu, il a remis une branlée à Kevin Magnussen lui-même, où on s'est dit, ah non, finalement, en fait, et quand tu changes de référentiel, tu as toujours cette appréhension, et peut-être qu'on s'est dit pour Albon, oui, effectivement, il était très, très fort et triomphal, mais face à Latifi et Sargent, c'est une chose. Face à cette espèce de truc qui, quand même, sur ses premiers Grands Prix, Albon, Colapinto, son rythme en qualif, c'est autour des 101%, rarement au-dessus, c'est-à-dire très au-dessus de ce que faisait Albon depuis le début de saison. Oui, bien sûr. On s'est dit, oui, bon, en fait, il y a un problème. Et là-dessus, il faut aussi peut-être descoper là-dessus et pas se remettre dans le momentum qu'on a eu chez As ces dernières années de en fait, tu n'es pas bon parce que tu n'as jamais été contre un bon. On verra, comme tu dis Thomas, peut-être qu'il y a eu un moment aussi où on a beaucoup aidé Colapinto pour commencer, et que lorsque les Grands Prix se sont enchaînés, le rythme d'un pilote vétéran de F1 et son expérience est devenue plus prépondérante sur un jeune rookie comme Franco. Mais moi je rejoins tout à fait, 2025 ça va être très intéressant pour beaucoup de points.
chez nos amis de chez Williams. L'écurie au-dessus, Racing Bulls, que je me refuse à appeler par un autre nom, puisque ça sera son nom officiel en 2025 et que tout autre nom ne sera pas accepté sur cette antenne. Vous pouvez essayer, vous serez banni. Mais Racing Bulls qui donc termine à la 8e place du championnat, qui termine avec 46 points, qui termine en qualification la saison 6e derrière Aston Martin. Des Racing Bulls bien plus véloces en qualif qu'elles n'ont été en course. 3 pilotes là encore, avec Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo pour commencer la saison, puis l'ami Liam Lawson pour prendre sa place. Messieurs, on ne tire pas sur les ambulances, mais je propose qu'on commence quand même par Daniel Ricciardo parce que ça a été un personnage important de la F1 et aujourd'hui sa fin nous fait un peu mal quand même. Même si sa première retraite en 2022 nous a habitués au fait qu'il ne serait plus là dans pas longtemps. Bah, sur sa saison à proprement parler, il y a un réveil assez important à Miami. Miami, on est quand même à la 6e course. 6e course de la saison, là où Tsunoda a déjà quand même pas mal scoré. C'est le moment où les rumeurs Ricciardo chez Red Bull arrivent, ouais. C'est à ce Grand Prix là. C'est ça. Il fait une très bonne sprint. Après, la course moyen, très très moyen. Il ressort un peu du lot au Canada. Bon, pareil, conditions un peu difficiles, machin, tout ça. Il s'en sort plutôt bien. On le revoit un petit peu. Je crois que c'est en Autriche. Je crois qu'il y a aussi un petit point qui est marqué, je sais plus où, en Hongrie ou en Belgique. Mais bon, comment dire, il n'était pas au niveau de Tsunoda et le contrat qu'on attendait de lui, en fait, il n'est pas rempli. C'est-à-dire, t'es pas au niveau de Tsunoda, donc t'es 2e pilote. Comment tu peux espérer demain être de nouveau dans la Red Bull pour être le second de Verstappen et espérer faire mieux que Perez? Enfin, c'était pas jouable. Lui, s'il est revenu, ce qu'il jouait, c'était le second baquet Red Bull, mais pour avoir une chance sur le second baquet Red Bull, fallait déjà battre Tsunoda, chose qu'il a pas été en mesure de faire. Et je dirais que en fait, depuis la nouvelle réglementation, il montre qu'il est un petit peu dépassé, quoi. C'est-à-dire le côté voiture à effet de sol, ça ne correspond absolument pas à son style de pilotage. Je pense qu'il a essayé d'adapter autant que possible, mais ça fonctionne pas. C'était 2021 avec l'ancien règlement, c'est catastrophique aussi. Il y a la victoire à Monza qui sauve beaucoup de choses. Elle est anecdotique. On sait que sur l'ensemble de la saison, il prend une praline par Norris, bien entendu. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Mais voilà, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a plusieurs petites choses. C'est-à-dire, déjà, quand tu reviens chez Red Bull, t'es allé chez Renault, t'es allé chez McLaren. Ok, t'as glané quelques podiums, résultat des courses en tout et pour tout. Une course que t'as gagnée avec un petit coup de consigne, d'une part, et parce que ta voiture était vraiment exceptionnelle ce jour-là. Mais le reste du temps, pas grand-chose. Donc tu reviens pour une écurie que t'as quittée en disant « Ah non, je veux plus être avec Verstappen, gna 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 », tu te retrouves à revenir et à vouloir négocier un baquet avec le gars avec qui tu voulais plus rouler quand même. Donc côté amour-propre, voilà quoi. Ça c'est la première chose. Et puis en fait non. Je suis plus nuancé que toi là-dessus. Il était plus dedans quoi. Donc moi après ça me dérangerait pas Ricciardo de le revoir, mais peut-être dans d'autres choses. Dans le V8 Supercar pourquoi pas. S'il fait même une pige en NASCAR, je pense que ça posera aucun problème. Limite même une pige en IndyCar. Je dirais pas non. Je suis pas sûr qu'il soit taillé pour l'IndyCar. Enfin, le mythe des pilotes européens qui vont tout casser en IndyCar. Bon. Non, j'ai dit une pige, j'ai pas dit gagner en IndyCar. Ouais. Bah oui, mais justement, une pige, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire niveau Bottas 23e sur 20. Je pense que c'est une très mauvaise idée, mais. Tu vas faire Magnussen à Road America il y a quelques années, quoi. Tu fais une course et tu
tu t'en sors pas. Mais je suis plus nuancé que toi. Enfin, j'ai une vision un peu différente, moi, sur Ricciardo. Si on repart de 2018 où il veut plus faire équipe avec Verstappen, il y avait aussi un environnement chez Red Bull qui était pas du tout en sa faveur, où il y a eu plusieurs incidents. Enfin, il y a quand même eu, alors c'était 2017 ça je crois, mais il y a eu la Hongrie où les deux s'accrochent. Il y a eu ensuite il y a eu Bakou 2018 qui a été peut-être le summum du truc, et il y en a eu d'autres entre temps. Mais et à chaque fois, Red Bull ne pointait pas la faute sur Verstappen, voire parfois la pointait sur Ricciardo. Et je pense que Ricciardo s'est senti plus désiré chez Red Bull. Il était énormément touché par les problèmes moteurs aussi, hein, parce que je crois que le nombre d'éliminations en qualif et d'abandon en course sur des problèmes moteurs avec le Renault à l'époque, pour Ricciardo, c'était catastrophique. Donc je pense qu'il a voulu sortir de tout ça. En allant chez Renault. Bon, je pense que c'est à ce moment-là qu'il a mal géré sa carrière, parce que on a vu qu'il hésitait à l'époque, il hésitait entre Renault et McLaren. Il a pris Renault qui avait l'air dans une meilleure dynamique. Finalement, quand il a vu que sur les 2 saisons qu'il a fait chez Renault, McLaren avait plus de potentiel, il a couru chez McLaren et au final, il s'est retrouvé avec une voiture qui était très particulière. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu des discussions à l'époque, c'était sur un podium peut-être bien à Monaco, entre Sainz et Norris qui reparlaient du fait que la voiture était très particulière à conduire, la McLaren, et vraiment c'était très difficile de s'y adapter. Alors pour un jeune pilote comme Norris qui a découvert la F1 avec McLaren, c'est moins un problème. Pour Sainz, il a quand même peut-être une capacité d'adaptation qui est un peu supérieure, et ça s'est joué là-dessus. Maintenant, Ricciardo, autant je pense que, enfin, j'étais content que ça se finisse en 2022 parce que c'était pas à l'image de sa carrière et on voit qu'il était à bout de souffle, qu'il n'y arrivait plus. Il y a eu ce fameux test à Silverstone en 2023 où il a été très enthousiasmant et où tout le monde le voyait déjà dans la Red Bull, sachant qu'en plus, on avait quand même un Perez qui était déjà à remplacer mi-2023. Hein. Ça date pas de 2024, mais déjà en 2023, on soufflait. Et ensuite, quand il revient, il y a quand même cet accident à Zandvoort où il rate quand même quelques courses en 2023, je sais plus, mais où il est remplacé par Lawson d'ailleurs, hein, mais il doit rater quelque chose comme 5 courses. 5, ouais. Et ça, je pense que déjà sur le moral, ça a joué. Ensuite, début 2024, il s'est plaint de son châssis pendant les 4 ou 5 premières courses, en disant qu'il y avait un problème, etc. On lui change son châssis, il fait une super prestation en Chine. Lance Stroll oublie de freiner sous safety car et le tamponne, le pulvérise, mais il fait une super prestation en Chine. Derrière, il réitère en sprint à Miami. Mais je pense que il y avait le potentiel, tout s'est pas mis en place au bon moment pour le débloquer et le remettre au niveau qu'il méritait. Mais voilà, à partir de l'Autriche, ça a été très laborieux. Est-ce que il méritait pas à ce moment-là le baquet Red Bull? Ça, c'est sûr. Je préfère voir l'année prochaine un Hadjar plutôt qu'un Ricciardo. Au final, le fait que Lawson ait été testé à la place de Ricciardo, je peux comprendre. Par contre, j'aimerais souligner la gestion catastrophique, là encore une fois, par le team manager de cette équipe, anciennement appelée Toro Rosso. J'ai pas trouvé ça bon, la façon dont ça a été géré là à Singapour, où il avait les larmes aux yeux, il avait même pas le droit de dire que c'était sa dernière course, etc. Moi, j'ai trouvé ça à vomir, la gestion de Ricciardo par son équipe. Donc malgré tout, ça se finit dans notre boudin et c'est pas à la hauteur du pilote et du personnage, je pense. Mais est-ce étonnant pour Red Bull de faire terminer comme ça? Voilà, finalement. C'est pas le premier, non, mais c'est sûr. Oui, voilà. On a d'autres pilotes chez Red Bull qui n'ont pas eu le droit à leur course d'adieu. C'est clair. Et là-dessus, je pense que même je trouve qu'ils ont trop tardé. Encore une fois, on en parlait pour Sargent, mais je trouve que mettre Lawson avant dans la voiture, surtout quand on connaît désormais leur stratégie pour 2025, qui est de mettre Liam Lawson dans la Red Bull, ça aurait été une meilleure idée que de le mettre là sur les dernières courses, en plus sur des circuits qu'il a déjà fait l'an dernier. Refaire une redite, c'était pas forcément la meilleure gestion, encore une fois. Et je trouve que, comme pour Williams, ça leur a coûté des performances et des points. Je l'ai dit, hein, Racing Bull, c'est la 6e écurie en qualif cette saison, devant Haas et Alpine.
Sauf que, à force de moins bien gérer ton duo de pilotes et de remplacer peut-être trop tard le pilote qui n'est pas performant, tu perds du terrain sur les écuries de devant qui finissent une dizaine de points devant toi. Après, on a aussi un gros passage à vide de Tsunoda de la Belgique jusqu'au Mexique, où il n'y a pas de points marqués du tout. Donc, il n'y a pas que Ricciardo dans l'équation. Au moment où Ricciardo est vraiment évincé, il me paraît pas non plus complètement à la rue face à Tsunoda, qui marque pas de points non plus depuis un moment, quoi. Tsunoda, malgré tout, peut-être que justement le fait que Ricciardo soit pas non plus étincelant, ça l'a aidé. Je l'ai trouvé un peu fantomatique cette saison. Hormis le premier quart peut-être qui a été assez beau avec quelques belles prestations en Australie et à Miami. Sinon, j'ai pas été enthousiasmé par Tsunoda. J'ai été beaucoup moins enthousiasmé par Tsunoda en 2024, où je voyais ça comme une année de confirmation, où de façon incontestable, le baquet allait se jouer entre lui et Ricciardo chez Red Bull. Et au final, il n'a pas le baquet, et je pense que ça aurait été difficile de lui donner le baquet quand on voit sa saison, quoi. On est d'accord. Pierre, sur ce duo, enfin sur ce trio Racing Bulls 2024. Comment dire, je me suis un petit peu exprimé, oui, sur l'éviction de Ricciardo. On en parlera un petit peu plus tard, mais c'est à peu près du même acabit qu'Ocon. Et enfin, je trouve même que Ocon c'était un cran au-dessus. En termes de fin prématurée, on va pour le dire gentiment. Non, après, j'ai pas l'impression non plus que Racing Bulls, sur les évos qui ont pu être amenés au cours de la saison, ça ait forcément bien fonctionné. Après, voir comment dire, sur 2025, comment ça s'oriente. Est-ce que sur ce côté-là, ça peut un petit peu progresser? Liam Lawson, oui, je pense qu'en effet, c'était pas super pertinent de le remettre dans la Racing Bulls, sachant que voilà, c'était déjà un petit peu bis repetita par rapport à 2023. Ils auraient très bien pu faire un switch avec Perez, hein. C'est-à-dire tu mets Lawson directement dans la Red Bull et puis tu rétrogrades d'une certaine façon Perez dans la Racing Bulls. Ils l'ont déjà fait Je vois pas bien l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de remettre Perez. Si tu veux plus de Perez, je vois pas l'intérêt de le mettre dans la Racing Bulls. Oui. Dans ce cas-là, autant mettre Adjar directement. Ou mettre Iwasa pour Pinto. Voilà. Oui, Iwasa, c'est vrai qu'Iwasa n'a jamais eu sa chance non plus. Et par contre, pour moi, mettre un rookie. Alors, on peut débattre du terme de rookie avec les deux fois 6 courses de Lawson en F1, mais je veux dire mettre un pilote avec si peu d'expérience directement dans la Red Bull en cours de saison, ouais, moi je trouve ça un peu là pour le coup, si on veut le détruire, on s'y prendrait pas autrement, quoi. Donc à la limite pour Lawson, pour sa formation, c'est mieux qu'il ait fait la fin de saison chez Racing Bulls en vue de se préparer pour Red Bull en 2024, en 2025 pardon, plutôt que finir. Oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, je disais plutôt qu'aller directement chez Red Bull pour finir la saison, quoi. Pour moi, ça c'était la pire strat à faire pour un jeune pilote. Surtout que Lawson est déjà le pilote qui est propulsé chez Red Bull après le moins de Grand Prix. Verstappen a attendu 1 saison et 4 courses, Daniel Ricciardo a attendu 1 saison, Alex Albon a attendu 1 saison et demie, Pierre Gasly 1 saison et demie. Là vraiment, on est à une dizaine de Grands Prix grand maximum, et on se retrouve avec ce gars-là chez Red Bull. Donc effectivement, ouais. Moi je leur dis, mais moi je leur ai mis dès la mi-saison. Si tu savais à peu près quels étaient tes plans et tes objectifs, dès la Belgique, tu dis au revoir à Ricciardo sur un circuit sur lequel il a gagné. Voilà, les hommages sont beaux, au revoir, et puis hop, on revient à la rentrée aux Pays-Bas avec Lawson, et puis on est parti, quoi. Ça, je suis complètement d'accord. Ouais. Complètement d'accord. Après Tsunoda, très fort en qualif, souvent devant en qualif. Maintenant, ça n'a pas souvent concrétisé en course. Maintenant, là où je vois une évo positive au niveau psychologique, c'est-à-dire ouais, ça on en a parlé en début de saison, et oui, ça a souvent été son talon d'Achille, et là
bah même quand c'était pas ça, bon, il y a eu quelques éclats de voix à la radio quand même, hein. Il a pas totalement changé, mais quand même une approche peut-être un petit peu plus mesurée, un petit peu plus rationnelle, et ben le travail qu'il a déjà démarré il y a quelques années, ben ça commence peut-être à porter ses fruits. Maintenant, euh, c'est un gros aveu de manque de confiance, on va dire, de la part de Red Bull, de pas le mettre dans la Red Bull aux côtés de Verstappen en 2025. Il en est quand même à sa 4e saison, si je dis pas de bêtises. Oui, il va faire sa 5e saison Il va faire sa 5e. Faenza. Ce qui est déjà... Ouais. C'est ça. Donc bon, il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire, oui, on sait que Tsunoda, c'est pilote Honda, quoi. 2025, dernière saison entre Red Bull et Honda avant de passer à Ford en 2026. Mais bon, je trouve qu'il avait fait une saison plutôt correcte, Oui, plutôt correct. bonne. Mais pas à la hauteur d'un baquet Red Bull. C'est ça que je veux dire en fait. Ouais, mais La question, c'est plus, est-ce que tous les pilotes qui ont été déjà promotionnés chez Red Bull avaient autant montré que Yuki Tsunoda? maintenant concrètement, oui, Ouais. ok. Pas tous, mais en fait, après, il y a eu beaucoup de... Excuse-moi Pierre, mais il y a beaucoup de pilotes qui se sont retrouvés dans des années de disette, quoi. T'avais pas... Ça, je suis d'accord aussi. Et c'est aussi ce qui a sauvé Perez à un moment, hein. C'est qu'en face, il y avait pas un pilote assez explosif pour le remplacer. Mais là, tu vois, il y a une pépite avec Lawson. Mais c'est un peu le syndrome Raikkonen chez Ferrari, quoi. C'est que malheureusement, suite au décès de Jules Bianchi, il n'y avait plus personne dans l'académie Ferrari jusqu'à Charles Leclerc pour remplacer Raikkonen. Et Raikkonen a fait au moins 3 saisons de trop chez Ferrari. Et je pense que quand tu es dans des spirales comme ça, en plus on était parfois à des périodes où on ne voulait pas trop donner la chance aux jeunes, en tout cas chez Ferrari. Chez Red Bull c'était un peu moins vrai, mais il n'y a pas vraiment... Enfin, si je pense aux 10 dernières années chez Red Bull et AlphaTauri, Toro Rosso, Racing Bulls, j'ai pas vu énormément de pilotes qui méritaient de monter, à part certains qui ont fait leurs armes ailleurs comme Carlos Sainz peut-être, mais c'est tout, quoi. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est... Oui, tu as raison. Quand t'as personne à mettre, voilà. Et puis on reviendra dessus en 2025, mais Liam Lawson, attention, potentiellement détrônant Fernando Alonso sur le titre du plus gros boulard, même si ça va être compliqué, hein, parce que... Ils se sont déjà trouvés les deux, hein. Le monde est toujours Fernand centré, mais... les deux en 2024, même si Lawson n'a pas fait beaucoup de Grands Prix, ils se sont déjà trouvés, hein, donc, oui. Il y a eu quelques mots entre les deux. Oui, ça peut être un garçon qu'on peut aimer voir en conférence de presse en 2025. Enfin, on reverra ça, mais ça peut être sympa. J'y pense, mais il y a aussi des pilotes comme Yuri Vips qui se sont auto-sabordés pendant... Voilà, avec des débilités sans nom. Mais... Oui, qu'il aille se faire mettre, voilà, un bout de voilà. rang, Non, mais tout ça, tu vois, c'est aussi ce qui justifie la gestion des pilotes chez Red Bull. Oui, non, mais ça on est absolument d'accord. Pour passer à As, on remonte encore un petit peu. As 58 points, 7ème à la fin de la saison au niveau des points, 7ème en performance en qualification cette saison. Pourtant, on a l'impression d'avoir eu une écurie As à 2 vitesses, l'écurie As de Nico Hülkenberg, bataillant férocement pour le top 10 face à Aston Martin par moment, et l'écurie As de Kevin Magnussen qui a enfin réalisé son grand rêve, se faire exclure pour une course. Bravo à lui. On aura... J'ai failli dire réussir le grand rêve de Pastor Maldonado, mais Pastor est un vainqueur de Grand Prix, et ça n'empêche qu'aujourd'hui ça reste le seul, depuis l'introduction de la super licence, c'est le seul qui s'est fait exclure parce qu'il avait trop de points sur son permis. C'est pas le seul qui méritait, mais c'est le seul à l'avoir fait.
Oui, c'est vrai. Mais enfin après, Button devrait purger une course, mais ça sera lors de son retour et c'est pas près C'est d'arriver. purger une pénalité sur la grille, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai, pardon, c'est purger, tu as raison en plus. Mais voilà, je voulais qu'on parle aussi de ce duo puisque c'est la fin d'une époque chez Haas aussi avec le départ de Kevin Magnussen qui était là depuis la 2e saison de l'écurie, qui avait juste fait une pige out en 2021 lors de sa première retraite. 10 ans de Kevin Magnussen en F1, des frasques à tout va, et cette dernière saison à l'image du pilote, c'est-à-dire 2-3 moments de coup d'éclat qui nous rappellent que lorsqu'il a tous ses neurones connectés, ça reste quand même un formidable pilote qui n'a que 32 ans, et le reste du temps, lorsqu'il n'a pas ses neurones connectés, ça reste un formidable pilote mais qui ne termine pas les grands prix. C'est le bon pilote. Il termine loin. Oui, et t'as raison Thomas, c'est le bon pilote. Tu dois de refaire le sketch des inconnus avec Magnussen. Bienvenue sur Multi 21. Non mais je pense qu'on est d'accord pour dire que ce qui nous a surtout enthousiasmé chez Haas cette saison, c'est Nico Hülkenberg qui plus que jamais a l'air jeune alors que c'est un garçon qui l'an prochain aura 38 ans. Allez, vas-y Thomas. Ouais, bah, tout à fait. Enfin, j'ai déjà dit que j'ai été assez enthousiasmé par Hülkenberg depuis son retour en 2023, son retour à temps plein, j'entends. J'ai trouvé ça dommage qu'il soit mis sur la touche fin 2020. Je pense que c'était pas mérité, même si effectivement il y a toujours ce fin fameux, 2019. C'était déjà fin 2019. Oui, pardon, fin 2019. Oui, parce que 2020, il fait les piges Covid. Oui, c'est vrai, parce que 2019, c'est là où il termine à l'envers à Abu Dhabi pour sa dernière course. Mais comment c'était certes, c'est un pilote qui n'a jamais eu ce fameux podium derrière lequel il court toujours depuis maintenant 227 Grands Prix. Malgré tout, je pense que c'est un pilote qui s'est révélé, qui a montré qu'il avait de la vitesse, à revendre. Qui savait se poser aussi, tu posais la question tout à l'heure Pierre, mais je pense que Hülkenberg a vraiment montré qu'il savait mener le développement d'une voiture de façon correcte. Il marque quand même 41 points sur la saison, donc 41 points c'est à 1 point de Gasly seulement, alors certes c'est à 29 points d'Alonso, mais c'est un point de Gasly qui a un podium qui lui fait booster sa moyenne. Ouais, tout à fait. Mais c'est 11 points devant Tsunoda, c'est 17 points devant Stroll, etc. C'est c'est 18 points devant Ocon qui lui aussi a un podium et qui est un des très bons pilotes de la grille aussi. Non, alors que Magnussen n'en a que 16. Donc il y a quand même ce côté un peu deuxième jeunesse, j'ai envie de dire, chez Hülkenberg. Et pour le coup, ça me fait plaisir de le voir encore quelques années et de le voir tenir la baraque l'année prochaine chez Kick-Sauber. Je pense que il a vécu une belle carrière chez Haas. Et pour moi, c'est pas du tout un pilote qui déméritait, c'est un pilote dont on a besoin sur la grille. Alors que Magnussen, bon, c'est pareil, ça fait peut-être... Ok, il y a eu la saison 2022 où il était un petit peu flamboyant, mais dès 2023, ça s'est complètement effondré et je pense que c'était les 2 saisons de trop. Bah, je pense que sur Magnussen, vous avez à peu près tout dit, hein. C'est-à-dire très bon par moment, mais ouais, alors il est peut-être un peu inconstant. Ouais, peut-être un peu inconstant. Mais assez brouillon sur le reste. Moi, après, ceci dit, pas non plus indiscipliné. C'est-à-dire, bon, il y a ses frasques, hein, mais bon, ça c'est pas des choses demandées. Moi, je retiens notamment l'Arabie Saoudite où il a fait la voiture bouchon pour permettre à Hülkenberg d'aller chercher quand même un point. Ouais, mais ça c'est de la stratégie d'équipe, hein. Ça à un moment, je pense que le pilote qui est pas en position d'aller marquer les points, c'est aussi ce qu'on lui demande. Oui, mais, alors malheureusement, la F1 le permet parce qu'il n'y a pas les dépassements. Oui, il faut l'accepter. Après, c'est plus la façon dont il l'a fait qui était hallucinante, à vraiment quasiment sortir les mecs pour rester devant, quoi. Oui, bah après, on parle de Magnussen. Je vous rappelle qu'un grand pilote a dit Magnussen is and will always be stupid. Donc voilà, Japon 2018. Donc forcément, à partir de là, la manière, elle est pas belle, je suis d'accord. Même malgré tout, il y a des pilotes qui ne le font pas. Il y a des pilotes qui défendent pas pour protéger leur équipier. Un certain Espagnol qui va se retrouver chez Williams l'année prochaine. Donc là-dessus, on peut pas non plus critiquer Magnussen. On peut le critiquer sur plein de choses, mais... Non, j'ai pas critiqué, j'ai dit justement qu'il n'était pas indiscipliné. D'accord, ok.
Ok, j'avais mal Donc, compris. Excuse-moi. pardon, hein. Mais, Non, tu fais bien mais, de préciser. voilà. Enfin, après, je pense que la gestion Komatsu, ça fait du bien à beaucoup de monde. Euh, voilà, ça a permis de sortir de cette spirale un petit peu médiatico Netflix machin où bah, même pour eux c'était peut-être un petit peu pesant où on avait l'impression que As en fait c'était les frasques ou les clashs de Steiner qui étaient plus souvent surveillés que les perfs en piste. Bon, je Euh, pense surtout qu'en interne, c'était très toxique. Hein. ouais. Oui, Très oui, honnêtement, aussi, c'était oui. très très toxique. Hein. Donc je pense que ça a fait du bien, honnêtement. Je pense que ça a permis de réellement fédérer. Ils font leur deuxième meilleure saison depuis qu'ils sont là. Je parle en termes de classement. Après avoir vraiment touché le fond, il y a pas si longtemps. Euh, Bravo à eux par rapport au partenariat technique avec Toyota, parce que ça c'est Oui. un truc personne l'a vu venir et ça a été vraiment géré de main de maître. Et je pense que c'est un gros plus pour les années à venir. Euh, Avec Toyota, ils récupèrent accessoirement quand même l'une des meilleures souffleries d'Europe, hein, soit dit en passant. Euh, Je sais pas si elle est toujours à la pointe de la technologie, comme parce que autant il y a une dizaine d'années, elle était ben écoute, incontestée et j'ai souvenir que McLaren et Ferrari avaient des problèmes avec leur soufflerie ILE chez Toyota. Je sais pas ouais, mais si, même comme jusqu'à c'était très juste après récemment, l'arrêt de Toyota. même jusqu'à très récemment, Thomas. Je crois que McLaren, c'est en 2023, je crois, ou un truc comme ça, où ouais, ils avaient un Ah problème peut-être. pour calibrer au niveau de la soufflerie et ils sont allés à Cologne un paquet de fois. Ah peut-être, ouais, peut-être. J'ai pas ce Donc souvenir, mais c'est pas les seuls, hein, tu dois mais avoir raison. Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'ils étaient dans les plus gros utilisateurs à un moment. Ouais. Mais effectivement, par contre, donc on a vu que après, ça leur a servi globalement, parce que les perfs, on oui, avait oui, oui. plutôt. Donc ça permet en même temps de redonner un nouvel élan, on va dire au schéma un peu atypique de Haas. On rappelle un peu le truc, c'est moteur Ferrari, châssis Dallara, voilà, voilà, donc et le tout assemblé, machin, tout ça. Donc là, ça peut peut-être permettre, enfin, de conserver le modèle, hein, qui en soi enfin, semble viable actuellement, de nouveau viable. On a bien compris que Haas va pas se lancer dans la conception propre de leur châssis. Euh, bah, je pense que dans le futur, ça peut être pas mal. Nico Hülkenberg, bon, on en a déjà parlé. Vous n'avez pas tari d'éloge à, à son sujet, donc on continue. Hein, je veux dire, moi pour moi, excellente saison. Voilà, c'est pour moi du midfield très clairement, c'est pour moi c'est le meilleur. Je pense que Ocon, ça va lui faire un bien fou. Et j'attends Bierman, parce que Bierman a montré des choses très très intéressantes Ouais. en rouge, mais également chez As. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on a quand même Donc, Berman qui a fait 2 piges pour remplacer Magnussen cette Oui, c'est année. vrai Une que fois ça, on a pour encore une saison à l'exclusion et une fois on a pour- encore une écurie Ouais. à 3 pilotes, effectivement. Tu fais donc bien d'en parler, Pierre, c'est que Bierman a été très bon, ouais. on a loué Carlos Sainz sur ses facultés d'adaptation. Bah, Oli Bierman, pareil, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. euh, Ouais, ouais. Il a réussi à monter du jour au lendemain dans une voiture et à être à chaque fois performant, c'est ça, à montrer des belles choses, à pas démériter face à Magnussen, face à Hülkenberg, à pardon. Hülkenberg, ouais. Euh, donc Bon, oui, on l'avait, enfin on l'a zappé, mais tu fais très bien d'en Mm. parler. Bah, Mm. Bierman en Azerbaïdjan, c'est 10e en perf en qualif. Au Brésil, Ouais. c'est 7e en perf en qualif, sachant Après, qu'il après, on va il pas est dans parler l'as, quoi. ouais, après, on va pas trop parler du Brésil parce que, bon, les Oui, oui, conditions oui, étaient quand bien même sûr. très très Oui, mais particulières. justement, Ouais, mais lui arrive à faut la tenir au Brésil, tu Ouais. vois. Colapinto n'a pas réussi. On en parlait tout à l'heure. Bah, Colapinto n'a pas réussi. Albon non plus, hein. Albon non plus, non mais c'est là où je pense et qu'il tout un tas faut de pilotes. un pilote de 19 ans. Hein. Mm. On rappelle que maintenant les pilotes qui arrivent en F1 sont nés en 2005. Vous êtes tous officiellement vieux. Donc non, non, je pense que c'est à souligner. Un jeune pilote comme ça qui garde la tête sur les épaules, alors qu'il marque un seul point pour As, certes, mais qui en termes de perf, il est là quoi. Donc je pense que c'est vraiment pas à mettre à la poubelle et c'est très prometteur pour l'année prochaine. On est d'accord là-dessus.
Si on remonte encore dans le classement, notre avant-dernière écurie dont on va parler aujourd'hui, Alpine, qui termine donc 6ème. Alors, on l'a dit, Alpine 6ème par ce double podium, mais une saison, je pense que d'un point de vue sportif comme d'un point de vue humain, catastrophique chez Alpine. Je vais vous laisser en parler là-dessus. Pierre, tout à l'heure, tu parlais de la gestion de l'au revoir de Ricciardo, qui était catastrophique, mais qu'il y avait encore pire. Je pense que la séquence de fin de saison d'Alpine, on passe officiellement sur un moteur Mercedes, puis on a les rumeurs Douane viré dès 5 courses pour mettre en place Colapinto, plus le départ d'Ocon annoncé en catimini à la veille de la course et qui est même pas sur les photos de fin de saison. Côté Alpine, ça aura été la classe de bout en bout sur cette saison 2024. Bah, tu l'as dit, hein, chez Mercedes, il y avait les différentes classes. Bah, apparemment, chez Alpine, en prévision du moteur Mercedes, bah, c'est un mot qu'ils ont perdu enfin, voilà, ça doit pas être dans le vocabulaire, je sais pas. C'est plus dans le dictionnaire, ouais. Ouais, non plus. Ouais, non plus. C'est un mot, ça a été banni dans le dictionnaire Briator. Ça, c'est. On a parlé d'Ocon. Oui, moi maintenant, il y a aussi une autre personne qui a été carrément mis à l'écart et bah ça n'a pas fait autant de vagues qu'Ocon, hein, mais le principe était un peu le même. C'est quand même Bruno Famin, quoi. Je veux dire, le gars, on est allé le chercher pour essayer de remettre un petit peu en ordre après le bordel laissé par Laurent Rossi et tout. Mais en fait, on ne lui a jamais laissé pleinement le temps d'essayer de remettre des choses en place. Moi, je retiens quand même, entre autres, qu'il y avait un travail de restructuration qui avait été entamé par Fama. Il avait entre autres recruté David Sanchez. Je pense que les ingés chez Alpine, quand il y a eu la présentation du multiplat, ils ont dû rappliquer au Merguez Tuning Show. Ça leur a donné l'idée de la voiture de 2024. Voilà, je vois que ça. Je félicite aussi bien Gasly qu'Ocon pour leur saison, leur volonté déjà de progresser. Et puis d'avoir conduit. Heureusement que tu fais cette saison-là avec deux vétérans en début de ça, saison. Quoi. Deux mecs qui savent comment gérer leur carrière. Parce que sinon. Donc, oh là là. Donc heureusement qu'il y a tout ça. Bon, le management Briator, non, on n'en a pas. Enfin voilà, nous, depuis que la chaîne existe, on n'en avait pas vraiment parlé, mais les exemples par le passé ne manquent pas. Donc, est-ce que ça vaut la peine de s'étendre un petit peu dessus? Oui, on peut, mais Enstone, c'est le bijou de Briator, hein, c'est lui qui l'a monté de toutes pièces. Donc bon, on se doutait qu'il y a des choses à faire à Enstone, mais il allait pas sacrifier Enstone. On sait qu'il porte pas non plus Viry dans son cœur. J'ai trouvé la façon de faire Briator et de Méo très très hypocrite vis-à-vis d'un site qui a quand même 40 ans d'histoire de sport auto et non des moindres, à qui tu ne laisses aucune chance par rapport à un changement de réglementation. C'est-à-dire, il y a déjà des fonds qui ont été investis, t'attends même pas le retour sur investissement, tu coupes le Robico direct, alors qu'apparemment 2026 c'était plutôt prometteur, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, ça faut se méfier quand même. Hein. Non, mais Ça, oui. non, mais ça, oui, faut se méfier. Maintenant, comment dire, entre ce qui a été dit dans la presse, ça, Oui. voilà, je lâche l'info. Je peux pas non plus trop en dire. Ouais, mais si on écoute ce qu'il y avait dans la presse, en 2002, David Coulthard était champion du monde. Oui, je suis d'accord. Et en 2003, c'était Rubens Barrichello. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je te parle. Ouais, mais je vous parle hors presse pour avoir un peu Bien sûr. côtoyé une ou deux personnes qui bossent à Viry, vraiment sur le programme F1 et qui ont pu être présents sur plusieurs essais, sur le banc d'essai, par rapport au moteur 2026. Ils en parlaient à demi-mot, hein. Voilà, il y avait déjà les spéculations de fermeture d'arrêt à Viry, machin. Ils disaient, ils sont en train de tout foutre en l'air, alors qu'on peut potentiellement jouer un gros coup en 2026. Et on a ce qu'il faut.
Ouais, après, ouais. Donc Mais après, ça, de toute façon, c'est comme la on Toyota saura de pas. 2010. Hein. On saura jamais. On Oui, saura oui, pas. oui. On saura pas. Maintenant, économiquement, enfin, je parle au niveau local et même un peu national, c'est quand même un gros désaveu et c'est pas bon. Maintenant, c'est, on va dire, un raisonnement financier qui a pris le pas sur l'amour du sport en fait. Et ça, enfin, ou même la beauté du sport, je sais pas comment on peut le dire. Et bon, je trouve que c'est un petit peu dommage. Bon courage à Jack Doohan parce que ben Ouais. il arrive dans une écurie où bah en fait il est déjà sur le siège éjectable quoi. Euh, Briatore il en est pas à son coup d'essai hein, c'est-à-dire avec Trulli il y avait déjà eu le cas en 2004 où tu dégages avant la fin de saison et on remet un certain Canadien qui maintenant commande sur Canal+ en cassant du sucre à qui mieux mieux euh, et Je qui n'a pense que tu peux absolument demander rien à fait. 2 pilotes français ce qu'ils en pensent Ouais de aussi, cette ouais, saison ouais, ouais, 2004. ouais, voilà. Donc bon, concrètement, voilà, enfin sur les méthodes un peu expéditives, bon, il n'y a pas, voilà, ça a pas changé. Moi, je pense que l'une des missions de Briatore, c'est essayer de remettre Alpine à peu près sur les rails. Et si ça performe un tout petit peu, dès qu'il y a l'opportunité, tu vends. Je les vois pas, perso, je les vois pas rester sur le long terme. Surtout enfin, avec Briatore à la tête de ça, j'essaye de faire fructifier un peu le bordel. Dès que c'est pas trop mal, je vends. Mais tu le fais en 100 Grand Prix ou moins? Parce que Il a pas dit en en, 100 Grand Prix, c'est la il s'appelle, spécialité, tu vois. il Si s'appelle, on Il y le en a eu sent, 3. il s'appelle Briatore, il s'appelle pas Laurent Rossi. Ouais, alors, ouais, moi, je vais être Moi, je plus demande trash à que voir. ça. C'est... Maintenant, la Pardon. grosse différence entre un Rossi qui était un mec de com, de marketing, qui n'y connaît absolument rien, qui n'y connaissait absolument rien, euh, et un filou antipathique, mais quand même brillant, enfin qui a été brillant, est-ce qu'il l'est encore, on verra. Euh, je sais pas. Mais je pense que dans la logique, c'est un peu le truc. Clairement, Renault remettra pas la main sur toutes les billes voilà, sur tout le pognon qu'ils ont mis dans le projet F1. Ils retomberont jamais sur leurs pieds. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, euh, pourquoi pas? Enfin, moi, je pense que s'il y a une revente, c'est d'ici peut-être 2027-2028. À Hmm. qui? J'en sais rien. Ben, après, ce qui est terrible, c'est que là, on fait le bilan de 2024 et tout ce qu'on a à dire, c'est sur la projection hypothétique sur l'après 2026, ce qui veut dire qu'on jette à la poubelle 2024 malgré un double podium, qu'on jette aussi à la poubelle 2025 avant même que la saison arrive. Et c'est Ouais. c'est malheureux, mais quand on suit effectivement ce qui s'est passé, enfin, moi je vais revenir quand même sur Esteban Ocon, mais ces 5 saisons à Enstone, Ah, mais il a fait un sur travail énorme. ces 5 saisons, il y en a 4 où il y a podium ou victoire. Voilà. Non, mais il a été énorme. Moi, Il a été énorme et Esteban Ocon clairement, cette heureusement qu'il y avait année, Ocon. pas forcément sur le terme du pilotage et de la performance, mais dans le terme de l'attitude, il est à catégoriser dans les très grands. Oui, Il a parce que sur été ta... parfait. J'y croyais pas parce que Ocon a parfois une attitude qui peut déranger. Il a pas l'air toujours hyper dans l'équipe, etc. Mais je trouve que sur 2024, il a été irréprochable. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose, il a parlé du fait que c'était un collectif, qu'ils allaient continuer à bosser ensemble, qu'ils allaient voir plus loin, etc., etc. Et je trouve qu'il a été fantastique là-dessus toute la saison. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas eu un seul faux pas. Il a toujours joué pour l'équipe. Il a montré que c'était, même quand on l'a traîné dans la boue, je pense à Monaco, je pense au Qatar, je pense à tous ces grands prix-là, même quand on l'a traité dans la boue, même quand on l'a retiré des photos du podium du Brésil sur les réseaux sociaux, il a toujours été classe et exemplaire. Et là-dessus, dans son comportement, Ah, Ocon était rentré dans les très grands cette année. Ah bah, il a fait preuve de après, résilience, hein. Très très clairement. après vous parlez du comportement d'Esteban Ocon, c'est une très bonne chose, mais quand tu regardes ses perfs purs, enfin en qualif,
Pierre Gasly, il est sur les moyennes de Yuki Tsunoda, et Esteban Ocon, il est sur les moyennes de Valtteri Bottas. Oui, Voilà. ça, certes. Maintenant, si tu regardes le bilan comptable, Bien sûr. Avant Oui, mais- Sao Paulo, il n'y a pas un écart, énorme, quoi. Bien Je veux sûr, dire, bien sûr. Mais voilà, il y a quand même eu, on avait quand même eu plus de courses de Pierre Gasly autour du top 10 que d'Esteban Ocon cette saison. C'est pas forcément de sa faute. Autant je reprocherai rien sur l'attitude, autant effectivement d'un point de vue sportif, il a été le moins bon des deux cette année, je trouve. Et je trouve ça dommage pour sa sortie. Alors qu'encore une fois, enfin je le répète, mais en 5 ans, à part 2022, il a fait un podium au moins un podium chaque année. Oui, Je pense par contre que ils ont fait un énorme travail de fond au niveau usine, etc. Pour faire progresser la voiture, l'un comme l'autre. Ah, ça c'est clair. Oui. oui, ils ont été. Je pense que Et sur le ça- développement, ils ont été très bons, mais. Et ça là-dessus, voilà. Je pense après que Ocon, une fois qu'il y a eu la signature avec As, il y a peut-être aussi un poids où il s'est senti d'une certaine façon un peu libéré. Forcément, oui. Ça y est, je quittais un peu la galère et bon, je peux peut-être espérer quelque chose en un petit peu mieux. Même si à ce moment-là, As n'a pas de partenariat avec Toyota, hein. C'est-à-dire il signe, Ouais, bien sûr. voilà. Mais As a l'air d'être sur une pente où ça progresse un petit peu, là où à ce moment-là, Alpine, ben je crois qu'ils sont 9e, je Très crois, bon. ou un truc comme ça. Ouais, c'est Ils quelque sont chose comme super ça, loin, ouais. quoi. Donc, mais ouais, je vous rejoins. Grosse saison, sans doute peut-être sa meilleure au niveau mental. Pilotage, après, bon, peut-être pas. Après, d'un autre côté, quand tu te tapes des années vraiment de merde, hein, pardon, hein, je suis désolé, hein, plusieurs années de suite, bah, à un moment donné, ça commence à devenir compliqué. Moi, là où je Je suis l'admire, pas. c'est il a jamais délaissé au niveau combativité. Voilà, c'est même quand c'était Ouais. pourri, il a quand même donné le maximum de ce qui était possible. Voilà. Là où je suis pas d'accord sur les performances d'Ocon et je vais commencer à être trash sur Alpine, c'est que quand tu regardes, hein, avant Monaco, où certes il fait une connerie, avant Monaco, c'est le seul à avoir marqué des points, enfin un point. Donc l'équipe était au fond du trou, c'est lui qui a marqué un point. Au soir de Monaco, on était beaucoup à penser qu'il allait se faire virer avant le Canada. On pensait que Monaco allait être sa dernière course, vu ce qui a été dit par Bruno Famin, qui allait trancher dans le vif, etc. Je pense qu'à partir de là, euh, Ocon était limite persona non grata chez Alpine et plus personne dans l'équipe dirigeante n'en voulait. Et je pense que ça s'en est ressenti sur les évolutions sur la voiture, au-delà du pilotage et de la performance des pilotes, parce que je pense que Gasly et Ocon sont deux pilotes qui sont très très proches en termes de performance, dans l'absolu. Je pense que ça s'est ressenti surtout sur les évolutions qui étaient apportées à l'un et l'autre en cours de saison et à la fin de saison dans les 4-5 derniers cours, c'était le pire et c'était vraiment flagrant. Maintenant, moi cette équipe, je comprends plus. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre? Bah, on fait revenir Briatore, déjà, moi je trouve ça inacceptable. On parle d'un pilote, d'un team manager qui a été banni à vie de la le F1. plus grand scandale, qui a été banni à vie. Alors apparemment banni à vie, ça dure moins de 15 ans. Donc Ouais. c'est bon à savoir, hein, pour d'autres activités. Banni à vie, c'est moins de 15 ans. On le fait revenir à la tête de l'équipe. Alors en conseiller, non exécutif, je sais pas quoi, machin, c'est de la flûte. Mais bon, le mec est aux manettes, quoi. Ouais, c'est ça. On fait tourner les pilotes, on fait tourner les team managers comme pas possible. On a une gestion des pilotes calamiteuse parce que ça date pas d'aujourd'hui, hein. Je rappelle que si on reprend Renault et Alpine depuis le retour en F1, à la base, qui est annoncé en 2016, c'est 2018, on fait des podiums, 2019, des victoires, 2020, le titre. Ensuite, il y a eu le plan en 100 courses alpines. Après, il y a eu je sais pas quoi, machin, truc bidule. On est en 2025. Il y a eu une bien sûr. victoire sur un coup de chance. Il y a eu L-Plan. Ce que je rappelle aussi, c'est que 2016, on a un duo de pilotes.
2017, il y a un pilote qui change. 2018, il y a un autre pilote qui change. 2019, il y a un autre pilote qui change. 2020, il y a un autre pilote qui change. Après, on a Alonso, il y a un autre pilote qui change. Enfin, c'est ça tous les ans. Je crois que 2021-2022, c'est le seul moment où ils ont gardé le même line-up. C'est dramatique, je trouve. Et ça en dit très très long sur la gestion de l'écurie au global et de la vision de l'écurie sur le long terme. On a Enstone et Viry qui ne peuvent pas se piffrer. On essaie de les faire travailler ensemble. Ils ne peuvent pas se piffrer. Ça n'arrivera jamais. Ça marchera plus. On fait revenir Briator qui, comme tu l'as dit à très juste titre, Pierre, qui est le papa d'Enstone et qui a déjà tué Viry en 2007 une première fois, rappelons-le, et donc qui a à l'occasion de les retuer une deuxième fois. Je pense que ça lui fait beaucoup plaisir, et puisqu'apparemment on a une mémoire de 15 ans, c'est pas grave. On ne permet pas à Ocon de faire vraiment ses adieux, sous prétexte que pour le libérer de son contrat et qu'il puisse aller avec As dans les essais d'après-saison, on le vire. Bah, a priori, il me semble qu'un certain Carlos Sainz était dans la Williams sur les essais d'Abu Dhabi et je crois qu'il était quand même chez Ferrari au dernier Grand Prix. Donc ça, c'est de la floute, ça n'existe pas. Quand tu as tout le monde qui dit au team manager d'Alpine, ah oui, bah Ocon, il y a des rumeurs comme quoi, ah bah vous me la prenez, ah bah ma petite dame. Dites donc, non, je sais pas, je suis pas au courant, je suis team manager, je suis pas au courant de ce que vont faire mes pilotes la semaine prochaine. Ça, c'est un niveau d'incompétence et d'hypocrisie qui m'insupporte. Et derrière, t'as un pilote qui, en plus, je sais pas si tout le monde a entendu la déclaration d'Ocon, mais en substance, et là encore, je le trouve magnifique, en substance, il dit j'aimerais surtout remercier mes ingénieurs, mes mécanos qui ont travaillé d'arrache-pied toute la saison, on a fait plein de choses ensemble, etc. Et pour la semaine prochaine, on verra. Je trouve la déclaration d'une classe folle et je suis pas d'accord avec la gestion qui a été. Et après, malgré tout, pour la partie moteur et Viry, alors effectivement, il y a plein de choses. Vas-y, pardon, Pierre. Non, mais je veux dire, sur le moteur, on peut dire plein de choses. Moi, ce que je constate, et je jette pas la faute aux gens de Viry directement, mais aussi au management de cette équipe et de cette section moteur, c'est que le moteur est mauvais depuis 2014. Ça fait 11 saisons avec un moteur mauvais. On s'est tous foutu de la tronche d'Honda en 2015-2016 jusqu'à 2018. En attendant, Honda, ils ont su redresser la barre et avoir des titres. Donc si Renault avait voulu faire un moteur performant, et je pense qu'ils avaient les gens pour faire un moteur performant, ils auraient pu. Maintenant, 2026, c'est trop tard. Il fallait se réveiller déjà en 2018-2019. Je me rappelle des discussions de l'époque où ça disait ouais, on a 1000 chevaux, etc. Et derrière, ils se faisaient tailler par Verstappen en disant bah, s'ils ont 1000 chevaux, c'est qu'ils ont vraiment une voiture pourrie. Voilà, ça fait 10 ans que ça dure, c'est pas possible. À un moment, je pense que ça me fait mal de l'admettre. On a le deuxième plus grand motoriste de l'histoire, certes, mais à un moment, il fallait arrêter le massacre. 2026, je suis désolé, il n'y a aucune garantie que ça marchait. Peut-être que les chiffres en interne sont bons. Maintenant, les crazy numbers de 2014 de la Lotus 22, on s'en souvient aussi. Voilà, ça veut jamais rien dire de toute façon. Donc, à un moment, il fallait arrêter. Et je le dis, en 2027, Enstone s'appellera High-Tech Mercedes Grand Prix. C'est tout à fait possible. Ouais. C'est pas un hasard si c'est Oliver Hawks. Hein. Exactement. Et on sait qu'également que High-Tech, ils en sont pas à leur coup d'essai pour rentrer en F1. Oui, c'est surtout ça, c'est qu'on sait que c'est des gens qui tournent autour de la F1 depuis un moment et qui, n'ayant pas réussi à y rentrer via une 11e écurie, ont peut-être vu là l'opportunité, mais bon, c'est surtout que cette équipe Alpine, c'est pas la première fois ces dernières années qu'elle est dans les rumeurs de rachat, de revente. Et bon, clairement, même si ça se fait pas sous le nom de. C'est un fossoyeur, il est là en tant que fossoyeur. Oui. Je vois pas d'autre solution. Non, mais c'est surtout ça. Ouais. On rappelle quand même la magouille de 95 quand même. De 94-95, elle est pas mal celle-là. Quand il rachète Ligier pour donner le moteur à Benetton, bah bien sûr. Mais exactement. Voilà, entre autres. Mais oui. Entre autres. Non, mais, voilà. Et pour leur refourguer un moteur Mugen Honda. Non, et tu vois, du coup, on va pas parler de la prestation de Jack Doohan à Abu Dhabi, parce que je pense que c'est représentatif de rien du tout, il est parachuté comme ça, le pauvre, etc. Voilà. Mais quand en plus, il a fait un Grand Prix qui ne veut rien dire, et on dit déjà, 5 Grands Prix en 2025, puis après on verra, hein, parce que, bon, on a quand même quoi, la Pinto, on a tout ça, Doohan, c'est bien, on va vendre des t-shirts à tous les vieux qui regardaient le GP500 dans les années 90, et puis après, bon ça s'arrête là quand même.
Voilà. Je Oui, pense puis il faut que bien c'est une justifier avis ton plus académie je- et toute la rentrée c'est d'argent pas, qu'elle c'est génère parce pas, qu'il y a beaucoup de pilotes c'est payants dans ça, cette académie. c'est pas la meilleure Et d'ailleurs, je assise. suis très content. Je suis très content que un certain Oscar Piastri soit parti de Ouais. ce foutoir. Je pense que c'était largement On pour le rappelle meilleur. qu'avant Jack Doohan, les deux derniers pilotes de la Alpine Renault Academy, vous l'appelez comme vous voulez, qui sont arrivés en F1, c'est Oscar Piastri et Zhou Guanyu, et aucun des deux ne sont arrivés à Enstone. Oui. Et pour leur plus grand C'est ça. bien pendant un moment, je pense. Parce que je suis pas sûr que... Et même avant ça, un certain Esteban Ocon, ça a été compliqué pour qu'il arrive à Oui, Aston. oui, absolument. Et je suis pas sûr que... Parce que, bon, voilà, Zhou Guanyu, ça aura duré que 3 ans, mais je suis pas sûr que Jack Doohan ait ce temps-là. Donc... Ah non, mais Jack Doohan, de toute façon, il va faire les 5 Grands Prix annoncés et ça sera fini. Donc, dans tous les cas, pour Briatore, il est déjà parti et en fait, c'est juste une façon de ne pas payer trop cher à la rupture de contrat. pour Je terminer... vois ça. Sachant qu'il est manager de Douane. Oui, bah oui. Non, mais il s'arrange Oui, que... oui, mais Donc- il l'a fait donc- plein de fois. Hein. Il était manager de Montagny, je crois qu'il était manager de Bourdet. Non, mais Enfin, il y en a eu plein, Comme ça a hein, il y en toujours eu été plein, dit c'est sur, pas un problème. sur Flavio Briatore, il n'y a pas de conflit, il n'y a que des intérêts. Ça a toujours été ça. Exactement. Pour terminer, messieurs, cette émission, parlons d'Aston Martin. Aston Martin qu'on fait dans ce débrief-là, qu'on ne fait pas avec les 4 autres, puisqu'Aston Martin n'a fait aucun podium cette saison, qu'Aston Martin n'a existé qu'à travers un pilote, et encore, je dis encore parce que, certes, Fernando Alonso a encore une fois étrillé Lance Stroll. Fernando Alonso termine pas très loin de Sergio Pérez en qualif sur la saison, mais bon, est-ce que Pérez est représentatif des autres pilotes? Mais surtout parce que finalement cette Aston, elle est loin des 4 écuries de devant en termes de rythme, et elle est assez loin finalement des 5 écuries de derrière en termes de rythme. Ils étaient un peu dans leur propre zone cette année. Et ce qui a fait qu'ils ne sont pas si loin que ça au classement de Haas ou de Alpine, c'est le fait plutôt d'avoir un pilote et demi plutôt qu'autre chose. Parce qu'avec 2 pilotes comme Fernando Alonso, tu terminais largement au-delà des 100 points cette saison. Comme tu veux, Thomas. Si tu veux le faire, vas-y. Bah, pas vu. Je sais pas. Je les ai pas vus sur un seul Grand Prix. J'ai pas d'image d'Aston Martin qui me vient en tête cette année. Donc, si, Alonso, je l'ai trouvé transparent. si, J'ai moi, trouvé j'en ai sage. Ah, si, il y a l'Australie avec Russell. Après, pour le reste, je les ai trouvés. Je les ai trouvés vraiment insipides, il s'est rien passé, il n'y avait pas de perf, c'était la déception par rapport à 2023 qui était parti sur les chapeaux de roue, où il y avait eu plein de podiums et tout. Voilà, tout ce que j'attends, c'est de voir ce que ça va donner avec Newey en 2026 plutôt, avec un nouveau moteur, un nouveau règlement. Mais globalement, je et une crois nouvelle que usine s'ils n'avaient pas fonctionnelle. été... Et une nouvelle usine fonctionnelle, non mais il y a tout un campus, etc. Ça c'est vrai. Mais au global, je pense que mon expérience en tant que téléspectateur de la F1 n'aurait pas été différente si les Aston Martin n'étaient pas sur la grille en 2024. Et pourtant, hein, ils font une honorable 5e place. Alors, ils sont à des années-lumière du quatuor de tête, qui était très fort. Mais Alonso finit... pareil, en fait, il est meilleur des autres, hein, puisqu'il est 9e avec 70 points. Donc, il est très loin devant Gasly. Il a 28 points pardon, de plus que Gasly. Malgré tout, moi j'ai rien qui me vient en tête sur leur saison. Je pense Ils n'auraient pas été là. Même Alonso a été sage. Alonso, Ouais, dans ces cas. Moi, pour revenir sur Fernando Alonso, il y a cette fin de saison qui m'a un peu plus inquiété, où je me suis rappelé qu'il avait 43 ans. Et ce qui me rassure, c'est ses dernières déclarations où il dit « Oh non, en fait j'en avais marre, ça m'a saoulé cette fin de saison. J'étais plus motivé, donc voilà, c'est pour ça que c'est moins bon. » Et je me dis, si c'est réellement le cas, c'est toujours à prendre des pincettes ce que dit Fernando Alonso, hein, évidemment, ça peut être du mensonge ou de la manipulation, enfin c'est avoir plein de façons différentes. Si c'est réellement le cas et qu'il faut du coup se baser seulement sur sa première partie de saison, ça reste quand même un mec qui, à 43 ans, bientôt 44, est d'un niveau fantastique, qui surperforme comme peu de pilotes de son âge dans l'histoire. Et je demande quand même à voir, parce que je suis pas convaincu avec sa saison 2024. Moi, j'attends de voir, parce que cette deuxième partie de saison, je l'ai trouvé vraiment en dessous, et je me demande si réellement il était fatigué par cette saison, que ça l'ennuyait, comme il le dit, ou si
il y a un léger déclin physique qui serait quand même tout à fait normal, hein, parce que il y a encore quelques années, on parlait de Raikkonen à 40 ans, on disait ah vous voyez il y arrive plus, c'est normal qu'il va bientôt s'arrêter. Et lui était vraiment cramé, qu'on avait l'impression que Button arrêtait au bout de sa vie alors qu'il avait 36 ans. Là, Fernando Alonso, on s'habitue trop au fait qu'il n'est pas normal ce garçon. Là-dessus, je pense que c'est le principal point de vigilance sur Aston Martin en 2025, c'est comment gérer un Fernando Alonso légèrement sur le déclin quand même. Peut-être. Ben, moi, ce que j'ai peur avec le fait qu'il soit sur le déclin, c'est que là, il y a la déclaration dont tu as parlé, mais s'il n'y arrive plus lui-même, et que du coup ça lui échappe, je pense qu'il va devenir infect. Oui, mais est-ce que c'est réellement une chose que tu ne veux pas ? Ça me fatigue. J'ai vu l'épisode 1, l'épisode 2, le retour de la vengeance, l'armée des clones, ça me fatigue. Ouais, non, je suis veux pas une fatigué, nouvelle trilogie en fait. rire. Tu ne veux pas la trilogie Disney, c'est ça ? Tu ne veux pas la troisième ? Non, je ne veux pas la trilogie Disney. C'est exactement ça. Avec New Way, Silverstone, Aston Martin et Alonso, ça va faire la trilogie Disney. Non, I'm too old for this shit. C'est quoi qu'il avait dit récemment? Enfin, c'est quoi qu'il a dit comme grosse? Enfin, il avait fait une grosse déclat où ah oui que c'était la pire voiture de sa carrière qu'il avait conduit ou je sais plus quoi. Oui, il en a parlé. La Minardi Oui, PS01 voilà, c'est ce que j'allais dire, apprécié. c'est que quand tu connais la Minardi de... Ouais. Il a dit aussi que La F14T. la F14T aussi, elle appréciera. après, il a expliqué qu'à part en 2007, il n'a jamais eu de bonne voiture en F1. Il l'a dit aussi en fin de saison cette année, ce qui est... Enfin, Bien évidemment. À part en 2007. Ah, parce que 2005 non, parce qu'il a et expliqué que 2006, 2005, la McLaren était meilleure, elle était juste moins fiable, et que 2006, la Ferrari était aussi bonne. Donc la dernière fois qu'il a eu vraiment une voiture dominante, C'est ça. c'était 2007. ouais, La seule fois. il a la mémoire défaillante alors Pépère, hein, parce que la première partie de la saison 2006 Oui, non, avec les mass dumpers machin, non, mais tout le monde ils sait éclatent qu'il tout le ment. monde. Mais Fernando Alonso est le meilleur pilote de l'histoire selon Fernando Alonso. Voilà. Parce que c'est la meilleure chose à dire sur lui, évidemment. Mais on l'aime pour ça. Moi, en fait, ce qui m'emmerde dans cette écurie, c'est de voir un Lance Stroll que j'ai défendu sur ses premières années, mais qui Qui est de plus en transparent. plus est transparent. Et lorsque l'on voit Drugovic sur le banc de touche, et surtout lorsqu'on voit cette saison 2024 dont la conclusion est quand même laisser les jeunes au volant, bordel, ils peuvent y arriver. J'aurais aimé voir Drugovic à la place de Lance Stroll, ne serait-ce que 1 pour voir ce que ça fait d'avoir 2 pilotes dans la voiture, 2 pour voir ce que ça fait lorsqu'un mec tente de titiller Fernando Alonso. Alors ça peut terminer comme Stoffel Van Dorn où il le détruit psychologiquement, sportivement, c'est une fin de carrière. Ça peut être aussi intéressant à voir si jamais ça se passe un peu mieux que ça pour Drugovic, mais ça aurait été plus intéressant que la période actuelle où on a l'impression que pour Lance Stroll, on attend de voir quand s'arrêtera son CDI, et pour Fernando Alonso, c'est survivra-t-il jusqu'en 2026, et si c'est le cas, aura-t-il une bonne voiture avec New Way ? On est dans une salle d'attente où Fernando Alonso, comme depuis 15 ans, attend d'avoir la voiture pour jouer le titre, ne l'a toujours pas, et perd une année de plus, et a bientôt 44 ans, et on rigole souvent sur le fait que lui se prend pour le meilleur de l'histoire, mais on l'a classé, nous, parmi les 10 plus grands de l'histoire sans doute, et parmi le top 10 de l'histoire, celui qui a le plus gâché sa carrière, indubitablement, c'est ce mec-là. Et on a dit l'an dernier, il a fait le bon choix chez Aston, effectivement, mais ça reste toujours des saisons sans titre, et là on a l'impression que ça tourne encore à une saison de plus en F1. Après, pour moi, l'objectif 2024, très clairement d'Aston, c'était essayer de se rapprocher du quatuor de tête. Bon, échec de la mission, très clairement. Échec de la mission. Moi, pour Alonso, c'est pas pour faire son plaidoyer, hein, mais 2023, même si l'Aston c'était un peu une Red Bull bis, il a quand même montré qu'il n'était pas fini du tout. Là, 2024, le début de saison est pas trop mal. Après, il y a des évolutions qui ont été introduites, notamment, je crois, en Espagne ou un truc comme ça, et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Et ça a continué sur cette dynamique-là, quoi. Donc moi, ce que j'attends de voir, c'est 2025.
On sera sur la dernière année de ce règlement. Mais est-ce que déjà Aston Martin est capable, sur une voiture qui est moyenne, de la faire progresser de façon à ce que ça aille un petit peu mieux? Moi, je pense pas. Enfin, Parce que là, pour heureusement l'instant, en qu'il y a fait, Newey, on mais l'a pas vu, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que Alonso, enfin, je suis désolé, hein, Alonso, quand Alonso passe, l'écurie trépasse. Hein. Il y a aucune écurie où il y a aucun passage où l'écurie s'est améliorée avec le passage d'Alonso. À chaque fois, elles ont fait que régresser. Tu prends entre le début et la fin, à chaque fois, ça va de mal en pis. Et quand en plus à côté, t'as un Lance Stroll qui a tout juste 26 ans, qui a 166 Grands Prix et qui est moins motivé que Raikkonen en 2020. bah, clairement, pour moi, Je souffle fort, quoi. Hein. pour moi, Franchement, déjà son attitude des fois en conférence de presse. T'avais vraiment l'impression que le oui. gars était là par obligation, déjà, première chose. Il répondait, mais vraiment du bout des lèvres. T'avais vraiment l'impression que voilà. Ça a été reconnu là par les différents journalistes de Canal+, Mmh. qu'ils ne voulaient plus interviewer Lance Stroll. Ils voulaient même plus faire l'effort. Ils ont tout essayé en français, en anglais, machin. Ils veulent plus rien faire. Ils veulent plus l'avoir. Donc, quand on est à ce niveau-là, c'est quand même assez grave, quoi. Et pourtant, même des Raikkonen, il a envoyé chier tout le monde, etc. C'est jamais arrivé à ce niveau-là. Là, c'est grave. Je tiens à le féliciter en tout cas pour son plantage dans le bac à gravier. Hein. Celle-là, elle est collector au Brésil. Hein. J'allais dire que sans trop mouiller, à mon avis, Drogovic aurait fait mieux au Grand Prix du je Brésil. pense. Mais Non, sur mais- toute non, la mais- saison, enfin, vraiment voir. Déjà l'an dernier, hein, mais ça fait 2 années de suite que voir Drugovic en dehors de cette voiture et voir Lance Stroll, ça rajoute un côté à la frustration. Et on avait un petit espoir pour 2026 pour 2025 avec l'arrivée d'Aston Martin en WEC, mais ça sera toujours pas le cas. Et très sincèrement, maintenant, on est lancé dans un grand plan Lance Stroll champion du monde 2028 avec une fusée faite par Adrian Newey. La seule chose qui peut empêcher ça, si la voiture marche bien, c'est que Fernando Alonso soit toujours présent. Ce qui serait un spectacle qui ne me déplairait pas. Mais Pierre, tu parlais de... Ça sent la McLaren 2004. Non, mais Pierre, tu parlais du fait qu'en début de saison 2023, il était encore excellent. Là, on va être en début de saison 2025, on va être 2 ans plus tard. Et 2 ans plus tard, à 44 ans, c'est pas la même chose Ouais, qu'à 24 ans. C'est pas... Voilà. Ça a beau être un mec qui n'a rien d'autre à foutre de sa vie que faire ça. C'est compliqué. Parce qu'on rappelle qu'il s'amuse en achetant des GT3 et en faisant des tours avec ses potes. C'est vraiment son éclat. On rappelle qu'il a un musée dans lequel il y a ses voitures. Quand il parle pas F1, il parle GT3. Oui. Forcément. Moi, vous savez ce qui me fait vraiment rigoler? Je vais vous le dire. S'il est toujours là en 2026, les retrouvailles avec Honda, j'ai hâte de voir ça. Oui, mais attends, Honda, c'est comme avec Senna, ça va être trop bien, tu vas voir. Ouais. On est, et puis le temps a passé, on est une famille. Tu vois, Ouais. c'est comme en 2015 quand il est arrivé chez McLaren. Non, C'est mais ça. de l'eau a coupé de l'eau a coulé. Ou en sous les ponts, 2021 c'est quand comme il est avant. revenu à Ouais, Enstone, pas cracher sur tout le l'équipe. temps quoi. C'est... Ouais, voilà. Ah, Non, mais l'histoire, c'est pour ça, l'histoire, on la connaît. L'histoire, on la Ceci dit, connaît. C'est j'ai ce que pas j'ai souvenir d'une déclaration de Senna où il avait dit que le moteur, c'était un moteur de GP2, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est pareil. C'est que voilà, Senna et Honda, c'était la légende. Bon, bah, Alonso et Honda, c'était aussi une légende. Mais, Oui, c'est la pas mort dans le même vache. sens. Ouais, c'est Non mais il ça. faudra faire attention à ça. Mais c'est vrai que en fait finalement de toutes les écuries du fond, à part Sauber qui était vraiment au même niveau médiatique cette année, je trouve qu'on a eu une écurie Aston Martin qui nous a plus déçus qu'autre chose. Et heureusement en fait qu'on a eu... En fait, ça a été masqué par le fait que devant, et on en parlera lors d'une prochaine émission, on a eu un spectacle formidable, mais très clairement, il y a comme quand même un goût d'inachevé, parce que si Aston avait fait ne serait-ce que le début de saison qu'ils avaient fait en 2023 en 2024, c'est-à-dire le seul moment où Red Bull n'avait pas trop de concurrents, on aurait pu être sur une période, sur une saison complètement fantastique, surtout qu'à ce moment-là, on a eu le problème de fiabilité de Max Verstappen en Australie. Et alors là où l'an dernier, il n'y avait pas de problème de fiabilité sur la Red Bull. Et c'est cette année qu'on attendait encore plus Fernando Alonso. Et on l'a vu en Arabie Saoudite, hein, on l'a vu au Japon quand sur ses premières courses de la saison où il y avait encore un peu la perfo de l'an dernier, il restait devant. Mais la déception l'emporte de toute façon, tu l'as dit, hein, Pierre. Et leur objectif c'était de se rapprocher du top 4. Ils sont plus loin que jamais, que ce soit en qualif ou en course. Et voilà.
Non, mais il y a eu un côté Oui, oui, poussif oui, à oui. toute la saison Ouais. chez eux, quoi, en fait. Après, ce que j'attends de voir, c'est comment Aston Martin peut évoluer à plein potentiel. Je m'explique. C'est, l'une des choses enfin, l'un des investissements qui a fait qu'Alonso a cru entre guillemets dans le projet, c'est sur la construction de la nouvelle usine. Là, normalement, la fin 2024, début 2025, l'usine, elle est totalement opérationnelle, c'est-à-dire soufflerie, machin, tout ça, tout doit fonctionner. Ça peut peut-être, parce que voilà, là, enfin, je veux dire, nouvelle soufflerie, machin, on est sur, voilà, je veux dire, je pense que ce qui a été investi, c'est pour être entre guillemets à la pointe de la technologie, pas pour avoir une soufflerie, voilà, avec des résultats moyens. Je pense pas que ça soit la logique de Lawrence Stroll. Donc, avoir avec des équipements dernier cri, avec les bonnes personnes, parce que bon, on a quand même Dan Fallows qui est gentiment remercié, bon, qui va prendre un autre poste chez Aston, mais bon, on a bien compris que la direction technique, c'était plus lui, quoi. Euh, Ouais. donc bon, c'est un peu un désaveu quand même. Enfin, je veux dire, le gars qui a été piqué chez Red Bull, qui était le bras droit de New Way, en fait, on lui dit, ouais, non, en fait, t'es mignon, t'es gentil, mais en fait, hop, on va te placer ailleurs. Et ton ancien patron, en fait, on va le mettre dedans à ta place, quoi, parce que ça va pas. Donc Non, mais voilà, moi j'attends de voir quand l'organigramme va être entre guillemets figé, euh, voir qu'est-ce que ça peut donner concrètement. non, mais moi je trouve ça bien de la part de Lawrence Stroll de dépenser autant de moyens pour démontrer à tous que, bonne fois pour toutes, un projet avec Fernando Alonso est voué à l'échec. Je dis que je trouve qu'il y a beau jeu, il y a match, c'est très bien. On en Merci restera Lawrence là-dessus pour cette première partie longue et joyeuse. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour débriefer la saison de ces 14 pilotes, de ces 16 pilotes, pardon. Voilà, on a parlé de beaucoup de pilotes, alors qu'on ne parlait que de 6 écuries, complètement fou. On se retrouve bien évidemment très bientôt pour le deuxième épisode, et à très bientôt sur Multi-21. Salut! À bientôt, salut! Le pouce, la cloche. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.